Vous écoutez Tech Café et chaque semaine, on passe en revue toute l'actu tech et IA pour comprendre ce qui compte vraiment. Nous sommes le 3 mars 2026 et c'est l'épisode 474. Si vous n'êtes pas encore abonné à ce podcast ou à la chaîne YouTube, abonnez-vous immédiatement pour voir les futurs épisodes. Samsung a annoncé les Samsung Galaxy S26 avec une fonction phare réservée aux ultras quand même. Les écrans avec Privacy Display, de quoi masquer de manière personnalisée à votre entourage indiscret qui regarde votre smartphone. Moi, je supporte pas ça. Moi, je supporte pas qu'on regarde par-dessus mon épaule. En tout cas, les personnes qui essaient de regarder par-dessus votre épaule ne le verront pas. Il y a aussi plein d'appareils divers et variés. Des gros coups de coude dans l'estomac. Non mais oh. Ah oui, c'est ça qui marche bien. Mais vraiment, c'est un truc qui m'insupporte, moi. Bon, pardon, on va en reparler tout à l'heure. Plein d'appareils divers et variés de Lenovo annoncés aussi au Mobile World Congress qui a commencé. On a même une espèce de bras robot lampe avec écran, une sorte de réveil pour Open Space. Attendez un peu, on va vous montrer ça. Et puis, l'IA qui continue évidemment à occuper la scène de l'actualité tech avec Anthropic qui ose dire non au gouvernement des États-Unis et qui amène le chatbot IA Claude à bénéficier finalement d'une notoriété bienvenue. Tout ça. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur, technophile, enthousiaste et je ne suis pas seul, il est à la tech. Ce que les coups de coude sont dans les côtes des personnes qui regardent par-dessus les épaules des personnes qui regardent dans votre smartphone, c'est Guillaume Podcast Palace. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Écoute, ça va, donc je fais mal et je rends pas les gens très sympathiques en fait, en général. C'est vrai, mais en même temps, t'es essentiel pour défendre la vie privée quand même. Défenseur de la vie privée avant tout, vous connaissez. C'est important. Merci beaucoup aux personnes qui soutiennent Tech Café sur Patreon ou qui ont accepté de renouveler leur engagement. Mézix, Benji Balatin, Patrick Ballory, Séverin Taglian Saracino et Florian Schwartz. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment à nos mécènes, Wimo.com, WYMMO.com, une plateforme d'annonces immobilière un peu particulière. Allez jeter un coup d'œil. Et puis Duke Analytics, qui est un service d'analyse de data auquel vous pouvez faire appel si vous n'avez pas de service data dans votre entreprise. Un petit mot avant qu'on continue aussi sur tout notre épisode. On a les interactions avec les auditeurs, on a les sujets tech, bien évidemment. Un petit mot pour vous dire que Thorax a publié un nouvel article lié aux jeux vidéo sur techcafé.fr. Mais vous allez voir, c'est un peu particulier. Il teste le monde réel et il teste l'IRL. C'est vachement bien, un monde ouvert, sans interface et sans sauvegarde rapide. Allez lire, c'est assez original. 3 sur 10. Comment ? 3 sur 10, narration nulle. Oui, graphisme pas terrible. C'est ça. Ray tracing, ok, mais gameplay à revoir, effectivement. Non, mais allez lire son article, c'est vachement bien écrit, c'est très bien. Et puis, un petit mot aussi pour dire qu'il y a des sessions jeux, là aussi initiées par Thorax, qui sont en train de se mettre en place. Pas de streaming, juste du jeu entre nous, communauté Tech Café. Et il y a des parties d'Among Us qui sont en train de se mettre en place. Allez jeter un coup d'œil sur Discord pour avoir les dates. Mais allez aussi sur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Il y a par exemple Amaury qui a évoqué à nouveau, c'est un sujet récurrent, l'acceptation des lunettes connectées dans l'espace public, Guillaume. Oui, Amaury69 nous partage encore une séquence de Years and Years d'ailleurs, et si je me souviens bien, c'est celle où la mamie admoneste son monde et leur fait réaliser qu'ils sont tous collectivement responsables du bordel horrible qui est devenu le monde de la série, et bientôt notre réalité. Et la toile de fond du commentaire, c'est les lunettes connectées, effectivement, avec caméra, qui pourra se généraliser si on est trop passif, quoi. Et justement, malgré les projets de Meta, Apple et autres, tout le monde s'y met, il semble que ça passe encore aujourd'hui à peine moins bien, finalement, qu'à l'époque des Google Glass. Une femme dans un métro aurait arraché les lunettes d'un TikToker et il les aurait pétées. Le gars était pas content, il a commencé à la menacer, « Toi, tu vas devenir célèbre sur les réseaux sociaux », et il l'a filmé. Et effectivement, elle est devenue un peu virale en ligne, je sais pas si l'incident est... Alors attention, là, c'est l'incident tel qu'il a été posté. Je sais pas si c'est vrai, je veux dire, dans le sens où je pense pas que ce soit un deepfake, mais ça pourrait être une vidéo mise en scène. Vous savez comment c'est, les réseaux sociaux, mais bon. En tout cas, ce qui s'est passé en ligne là, c'est exactement l'inverse de ce qu'avait espéré le gars, manifestement, parce qu'il l'a posté et la plupart des gens ont pris le parti de la femme. Elle est devenue une espèce d'héroïne du jour au lendemain, quoi. C'est un incident, c'est une anecdote, mais peut-être que ça trahit effectivement une divergence assez notable entre la vision du futur des PDG de la tech et celle du grand public, quoi. Et par ailleurs, il y a un professeur de sociologie qui apparemment est aussi développeur à ses heures perdues, qui s'appelle Yves-Jean Renaud, qui a conçu une application Android qui avertit les gens quand des lunettes connectées sont trop proches, et ça utilise tout simplement le Bluetooth. En fait, tous les appareils Bluetooth sont munis d'identifiants en clair, ils doivent s'identifier, et c'est unique, c'est comme le Mac, quoi, ça change jamais. Et donc l'application repère juste les identifiants qui correspondent à des lunettes, et donc le logiciel a une sorte de liste noire quelque part. Et c'est évidemment possible d'avoir des faux positifs, et il faut faire des faux négatifs aussi d'ailleurs.
faut faire un petit peu attention, n'allez pas mettre des bourre-pifs à n'importe qui a des lunettes autour de vous, on sait jamais, mais voilà, disons que si quelqu'un a des Meta-Ray-Ban autour de vous, il est probable que vous puissiez le repérer comme ça. Je pense peut-être pas le seul finalement à avoir une réticence, hein, je me sens moins seul, tu vois, c'est bien. Pour l'instant, les Non. lunettes connectées restent anecdotiques, et moi je n'ai jamais vu dans mon entourage, par exemple, hein, dans la rue, je n'ai jamais croisé. Mais bon, quand il commencera à y en avoir plus, on verra si oui ou non la société bouge effectivement. C'est vrai que tu as raison. Moi, les seuls que j'ai croisés, c'est dans des espaces un peu privés, chez les personnes qui en avaient en l'occurrence, mais dans la rue, j'en ai pas encore croisé. J'ai l'impression que ça va cautionner un peu ces gestes. Juste un petit mot pour dire que l'application Nearby Glasses, là, ça a été relayé aussi par Corben, et j'en ai parlé en live, vendredi matin. Je suis en live chaque vendredi matin de 10h à midi. Ça me permet de le remettre en avant et on en discutait de cette application et en fait, j'en arrivais à la réflexion de me dire: «Mais pourquoi est-ce que c'est pas bon, je sais pourquoi, c'est une question rhétorique, mais pourquoi est-ce que c'est pas Meta eux-mêmes qui, auraient pas pu sortir cette application qui serait mieux développée, qui serait, conçue dès le départ avec les lunettes pour justement faire en sorte qu'on ne puisse pas être exposé?» Parce qu'Apple a bien développé, des services de suivi de AirTag, certes pas immédiatement, mais ils ont aidé avec Google à faire en sorte qu'on puisse identifier les AirTags qui nous suivraient de manière, trop louche, quoi. Et bon, évidemment, c'est Meta, donc voilà la raison pour laquelle ils l'ont pas fait. Mais j'aurais trouvé ça logique qu'une boîte tech qui propose des lunettes connectées qui permettent de filmer, propose aussi l'implémentation logicielle pour s'en prémunir. J'aurais trouvé ça vachement logique quelque part. Mais bon. On continue aussi sur Discord à s'interroger sur le réalisme des projets de data center dans l'espace. Bah, c'est un autre sujet qui déchaîne les passions, clairement, les data centers spatiaux, et bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sur la question sont assez variés. Donc, il y a plein de grands patrons comme Elon Musk, Jeff Bezos qui sont à fond dedans, puis il y a des analystes qui sont beaucoup plus mitigés, c'est le cas de Gartner par exemple, qui qualifie ce projet, je cite, de sommet de folie. C'est l'analyste Bill Ray, en fait, qui affirme qu'on n'aura pas de data center dans l'espace avant encore des décennies, économiquement ça ne fonctionnera pas, il faut se concentrer sur la Terre. Alors pour lui, c'est le refroidissement qui posera le plus de problèmes, hein, chacun sa cam. Alors on peut avoir des écarts de température de 300 degrés dans l'espace, hein, donc c'est sûr que c'est quand même un petit peu, c'est une petite problématique, quoi. Il va falloir trouver des solutions nouvelles, hein, peut-être avec de l'ammoniac ou ce genre de truc, pourquoi pas. Et puis bon, la maintenance dans l'espace, s'il y a un tuyau qui pète, voilà. Bon, en tout cas, est-ce que c'est faisable? Certainement. Est-ce que c'est économiquement viable? C'est là que ça devient intéressant et pas très clair. Et pour vous rendre compte à quel point c'est pas clair, je vous encourage à aller vous amuser avec le site d'Andrew McCalip. Enfin, évidemment, si le sujet vous intéresse, si vous en avez rien à foutre, vous avez peut-être mieux faire de votre temps, quoi. Mais bon, si vous êtes passionné, Andrew McCalip est un ingénieur qui a fait un truc d'ingénieur, quoi. Hein. Puisque c'est un problème qui a plein de paramètres, il a fait un site de simulation avec plein de paramètres réglables, avec des petites barres comme ça, vous pouvez régler les paramètres vous-même tous, et puis vous pouvez faire une idée de à quel point c'est délirant ou pas. Le but, c'est de comparer une certaine puissance de calcul dans un data center sur Terre et dans l'espace en fonction donc de plein de choses, comme le coût de fabriquer des satellites, le coût de les alimenter, le coût de les lancer, combien de temps ils ont le soleil, à quelle vitesse le matériel se dégrade, etc., etc. Quand on arrive sur le site, il est déjà réglé, si disons avec des valeurs plausibles, en tout cas plausibles pour lui, quoi, et on se retrouve avec un coût d'environ 3 fois plus élevé pour le data center spatial que pour le data center dans l'espace. Ça coûte 3 fois plus cher. Ce qui est beaucoup, donc ça vaut pas forcément le coup, mais c'est pas forcément non plus astronomiquement plus, quelque part. Alors pour vous donner une idée, 1 gigawatt de data center spatial coûterait selon lui, et selon les paramètres par défaut, assez généreux, dans les 51 milliards de dollars contre un peu moins de 16 sur Terre. Les paramètres sont généreux, par exemple, sur le coût du lancement, puisqu'il est d'office placé inférieur à ce qu'offrirait le Starship. Si on choisit un coût de 1000 dollars par kilo, ce qui est à peu près ce que ferait Starship, on passe quand même à 65 milliards de dollars déjà. Et là où ça devient encore pire, c'est si on augmente la période d'analyse en réalité. Parce que tout ça, c'est pour 5 ans. C'est pour un cycle, en fait, d'années d'exploitation. Mais au bout de 5 années... C'est pas long en plus. Au bout de 5 années, c'est pas long. C'est quand même suffisamment long pour que tes GPU, il faille les changer, quoi. Parce qu'au rythme ça va, c'est ça que je veux dire. Les serveurs, il faut les upgrader, quoi. En 5 ans, ils ne servent plus à grand-chose, hein, en général. Et alors, c'est la même chose sur Terre. Sauf que sur Terre, changer les GPU, c'est pas très compliqué. Puis vous avez déjà tout installé. Dans l'espace. Vous avez les bâtiments, vous avez tout, quoi. Le système de refroidissement, vous les gardez. L'alimentation électrique, vous les gardez. Vous changez les racks. L'usure dans l'espace, elle est beaucoup plus intense. Il faut aussi renvoyer tout, et puis il faut tout renvoyer avec plein de fusées. Ce qui veut dire qu'au plus le temps passe, en fait, au plus l'écart se creuse. Si tu passes à 10 ans, le slider, là, tu passes la durée d'analyse sur 10 ans, l'estimation, elle passe à 82 milliards de dollars pour un data center orbital, à seulement 17 pour un data center sur Terre. Bon, donc, l'impression que ça donne, qui est aussi mon impression, c'est que c'est techniquement faisable,
mais que c'est peu probable que ce soit rentable avant plusieurs décennies. Cela dit, c'est pas du tout l'avis de SpaceX de Blue Origin, et effectivement, il y a plein de paramètres à s'amuser à bouger. Donc écoutez, étonnez-moi, que le meilleur gagne. N'hésitez pas à publier vos analyses que vous aurez faites grâce à cet outil sur Discord. Si vous voulez le lien, comme tous les liens des sujets qu'on aborde dans Tech Café et qui ont fait l'objet de la sélection extrêmement rigoureuse de Guillaume Poggiaspala qui prépare le conducteur, vous pouvez vous abonner à la newsletter patreon.com/techcafé. C'est gratuit et vous recevrez chaque semaine la liste des liens, donc parmi lesquels cet outil qui vous permet de mesurer un petit peu comme ça la consommation. Et le coût surtout, le coût. Sans autre forme de procès, le nouveau Samsung Galaxy S26 Ultra réinvente la lutte contre l'espionnage avec sa fonction dite de Privacy Display. Alors donc, comme on vous le disait en intro, ça va rendre difficile pour votre voisin dans le train ou dans le métro de voir ce qui s'affiche à l'écran. Il y a déjà, vous le savez, et peut-être que vous en utilisez d'ailleurs, des protections d'écran qui font ça, mais là, c'est directement dans l'écran et c'est activable et désactivable librement. On peut même l'activer juste pour certaines apps ou même juste pour des zones de l'écran comme les notifications ou les zones de saisie de code secret. Bref, voilà, c'était un peu emblématique, c'est ce qui est ressorti, mais il y avait plein d'annonces Samsung et tu as suivi ça d'assez près, Guillaume. Oui, avant de parler de l'événement et des machines proprement dites, on peut commencer par parler des fuites, parce que c'était quand même assez marquant, j'ai trouvé, il y avait des fuites énormes avant l'événement Unpacked, là, tellement énormes que clairement elles ont été taillées dans les tuyaux avec un tournevis et un marteau. À ce niveau-là, c'est une fuite, voilà. Le S26 Ultra, il est même tombé dans les mains de youtubeurs, complètement, on ne sait où comme ça, ils avaient voilà. Et avec les écrans avec les écrans confidentiels et tout, hein. Donc il y a carrément des caisses de S26 Ultra qui ont été disponibles à l'achat sur des magasins louches avant même leur annonce. Donc c'est plus une fuite d'informations, c'est carrément une fuite de matériel à ce niveau-là. Et la cause de tout ça, selon les rumeurs, attention, ce serait une rumeur, mais bon, ce serait une guerre interne au sein de Samsung. Et en fait, Samsung il fait plein de choses, hein, donc il y a des divisions différentes. Il y a la division mobile, donc celle qui fait les téléphones, hein, qui a tenté de compenser des marges en baisse en mettant sous pression les distributeurs et en exigeant des ventes directes, ce qui aurait déclenché des représailles. Et ça vient de la pression financière qui est infligée par une autre division de Samsung, qui est la division des semi-conducteurs, parce que celle-là, elle produit de la RAM, donc normalement, elle fait des prix d'amis à sa cousine, quoi. Et là, elle a refusé un contrat d'approvisionnement à long terme, donc à la division mobile de Samsung, pour la mémoire, et donc elle a forcé Samsung à utiliser une répartition de 50... Enfin, ça a forcé Samsung, la maison mère, quoi, à une répartition de 50-50 entre ses propres puces et celles de Micron. Donc, en représailles, tout ça, c'est un bordel, quoi. Et en représailles, les distributeurs basés à Dubaï ont délibérément violé les dates d'embargo pour laisser échapper des appareils sur le marché gris. Et le plus dingue, c'est que Samsung s'y attendait. Donc, effectivement, il y a peut-être vraiment des tensions en interne, hein, parce que disons que c'est comme ça qu'on peut interpréter ça quand on voit qu'il y avait un verrou logiciel pour désactiver toute fonction d'intelligence artificielle sur le S26 avant la date de l'événement. Avant même qu'on commence à parler des téléphones, il y a du drama. Du dérama, c'est du DRAM. Ah, bien sûr, hein. Ah, bien sûr, bien joué. Oh là là, bien joué, bien préparé. Mais bon, oui, cette semaine, c'était l'événement Galaxy Unpacked, on pouvait pas passer à côté quand même, et puis on va parler de nouveaux téléphones S26. Bon, c'est quand même les stars du jour, il y avait aussi les AirBuds, on va en toucher deux mots à la fin, limite. Ouais. T'as déjà vendu la mèche de ce qui était peut-être le plus, on va dire le plus intéressant, en tout cas ce qui a fait le plus sensation, et qui est effectivement peut-être la fonction la plus utile, la plus marquante, mais bon. Je vais être obligé de me taper tout le reste, de me taper tous les trucs, les trucs chiants avec son métier, non mais c'est ça, avec la fiche technique et tout, ça va être pour ma pomme, hein, je sais bien. Alors, à quoi qui ressemble le S26 ? Il ressemble beaucoup à un S25, hein, quand même, hein, faut le dire. Bon, il y a des petites modifications, il est très très légèrement plus fin, les coins sont un peu plus arrondis, surtout il est plus en titane, mais en aluminium. Sur les S26 et S26 Plus, on a aussi on est sur de l'aluminium, hein, donc comme sur la S23, mais on a aussi le dos protégé par du BR Gorilla Glass Armor 2. Alors c'est du 6.3 à 6.7 pouces pour les modèles standard et plus, le Ultra est à 6.9. Bon, fiche technique rapide, on est sur des smartphones à 12 Go, ce qui est pas mal, hein, en ces temps de disette quand même, ça aurait pu être moins limite. Bon, ça a été un peu difficile pour un flagship, mais bon. Et en ce qui concerne, alors ça explique aussi que tous les modèles sont peut-être un petit peu plus chers que l'an dernier. Vraiment, ça a été confirmé. Question CPU, on est en Europe, donc on est sur un Exynos 2600, c'est quand même gravé en 2 nanomètres, ce qui est pas mal, hein. Enfin, c'est les 2 nanomètres de chez Samsung, et effectivement, c'est les premiers sur ce type de node. Il serait tout à fait au niveau des puces américaines qui, elles, restent sur Snapdragon Elite, en Gen 5. C'est équipé, alors voilà, donc en fait, il pourrait y avoir même, il pourrait être même légèrement au-dessus.
en termes de puissance graphique en particulier. Pour une fois, parce que habituellement, C'est ça. Exynos, je crois savoir que c'est pas aussi bon, quoi. Et alors, il faudra voir quand même la consommation et la chauffe à l'usage, mais clairement, Samsung veut redorer le blason d'Exynos avec cette puce, qui a l'air assez compétitive. C'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas, hein. Le passage au Snapdragon pour les Galaxy S25, d'ailleurs, ne laissait aucun doute sur sa supériorité par rapport à l'Exynos qu'on avait dans le S24. Donc cette fois, on a une configuration, toujours un peu compliquée. On a un cœur C1 Ultra, donc le plus puissant, le dernier lait de chez ARM. Et puis on a 9 cœurs C1 Pro, on a en 6+3, c'est l'équipe de foot, quoi, c'est vraiment... Et après, c'est comme si vous avez un S25, ça restera toujours un très bon téléphone, hein, officiellement, mais bon, vous avez un gain de 19% entre les générations. On parle des puces Snapdragon. Les Exynos, on ne sait pas encore exactement, mais ça devrait être à peu près du même niveau. Donc rien de révolutionnaire, mais bon, c'est quand même sympa. Au niveau du stockage, c'est doublé par rapport à l'an dernier, parce qu'on a 256 Go, on peut aller jusqu'à 1 Tera. C'est pas mal. Au niveau photo, le Ultra a droit à des capteurs plus lumineux. Donc on conserve le capteur de 200 mégapixels avec ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif x5 de 50 aussi, et un zoom x3 de 10 mégapixels, tout ça. Le 26 et le 26 Plus, eux, ils ont la même configuration photo, hein, grand angle 50 mégapixels, grand angle 12 mégas, et téléobjectif x3 de 10 mégapixels. On note quand même l'arrivée du codec APV qui permet de filmer en 12 bits avec différents profils colorimétriques, hein, qui offrent des fichiers plus légers aussi. Les capacités des batteries sont globalement les mêmes. Le S26 Ultra aura droit à une charge rapide, par contre, hein, à 60 watts. Les autres se limitent à 45 et 25. Question de prix, on est quand même à 1000 balles pour le S26, 1270 pour le S26 Plus et 1470 pour le Ultra. On a une mise à jour, disons, assez standard quand même, hein, de la fiche technique, hein, qui, si vous avez déjà un téléphone récent, va pas vous exciter plus que ça. Il y a un élément dont j'ai pas encore parlé... Ah oui, non, pardon, évidemment. L'élément dont j'ai pas encore parlé, c'est l'écran confidentiel, je suis con. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ben oui, c'est l'écran confidentiel, mais Ah oui. on en a parlé à long, large et en travers. On en avait parlé dans le cadre d'une rumeur, d'ailleurs, hein, de ce truc-là. Oui, tout à fait. Il paraît que c'est complètement vrai. Les pixels du Ultra, en fait, les pixels de l'écran du Ultra sont capables de contrôler dans une certaine mesure la direction dans laquelle ils envoient la lumière. Et c'est comme ça qu'ils peuvent l'envoyer que droit devant. Il y a même deux modes, en fait. Il y a un mode, disons, standard, où effectivement vous avez déjà cet effet, et puis un mode où il est encore plus prononcé, mais où la qualité de l'image est légèrement plus, légèrement dégradée. Voilà. J'ai vu tout à l'heure Frandroid qui ont fait des tests, la luminosité est beaucoup plus faible et le contraste est catastrophique, hein, quand c'est activé sur ces zones-là. Ouais, quand c'est en mode max en particulier, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Les gens ne voient que du noir qui est sur le côté. Donc les textos coquins de ta femme au boulot, le paiement en ligne dans le métro, un petit porno dans le TGV, plus de problème. Et ça, quand même. Nickel. Les SMS des maîtresses, et voilà. Ben ouais, non, mais pour le coup, c'est vraiment une fonctionnalité maligne qui tranche avec. Je trouve que c'est quand même. Toutes ces améliorations sont cool, mais incrémentales, tu vois, toutes celles que j'ai citées. Là, c'est vraiment un truc nouveau et pour le coup, vraiment utile. Donc c'est c'est vraiment. C'est normal que ça ait marqué, je dirais, la presse. Après, il y a toutes les nouveautés IA, évidemment. Hein, bah oui. Évidemment, il faut qu'on en parle un petit peu. Parce que j'ai l'impression, hein, quand même, Guillaume, que c'est peut-être des belles évolutions qu'on va voir arriver si jamais elles se concrétisent. Je vais essayer de planter un peu le panorama. Vous avez peut-être la flemme d'aller sur Deliveroo. Vous pourriez peut-être laisser votre smartphone commander votre pizza à votre place. C'est grâce à l'IA, et oui, votre smartphone, donc peut-être le S26, peut-être d'autres générations, votre smartphone pourrait même, sans que vous ne lanciez d'application, vous rappeler à quelle heure arrivera le train de belle maman, en prenant évidemment en compte, c'est la base, le retard du Ouigo, mettre à jour des adresses dans les fiches contacts. Et donc en tout cas, c'est ce que nous promettent effectivement Guillaume, Samsung et Google, et ce que promet depuis quelques temps maintenant, avec un peu de retard, Apple pour les iPhones aussi au passage. Ça me rappelle un petit peu les présentations de Siri qui n'ont jamais vraiment abouti, Guillaume. Oui, c'est exactement ça. Écoute, on peut dire que votre téléphone aura des fonctions un petit peu agentiques, comme on dit maintenant, n'est-ce pas ? Qui font complètement... c'est vrai qu'on peut dire que Samsung aurait plus ou moins grillé la politesse à Apple, tant ça ressemble quand même à ce qui avait été montré. Donc c'est sur les S26, mais les fonctionnalités seront aussi présentes sur les Pixel 10 et les Pixel 10 Pro, puisque évidemment c'est Google derrière en fait. Hein, c'est Gemini qui est derrière toute cette nouvelle intelligence. Pour les S26, c'est le président d'Android lui-même d'ailleurs qui a montré une démo, apparemment préenregistrée, de comment Gemini pouvait commander tout seul une pizza.
à partir de ce qu'ils Mmh. pouvaient lire dans un chat de groupe. Chat de groupe, c'est où les gens choisissent des pizzas, c'est toujours bordélique, hein, voilà, moi Ah, je veux c'est ça, compliqué, non, hein. finalement moi je veux ça, non mais moi j'en veux 2, bon. Ça Et discute, hawaïenne, qu'est-ce que c'est t'en chiant, penses? voilà, et Ananas? puis évidemment, les gens font leur choix, Gemini les enregistre, comprend ce qu'il doit commander, et puis il va le faire tout seul comme un grand à partir du moment où l'utilisateur valide le choix, il lui indique une pizzeria, le cas échéant. Et c'est quand même fabuleux. Imaginez comment on faisait avant, hein, à l'âge de pierre, on devait utiliser une app pour faire ce genre de choses. Ouais, Voire pire, ouais. il se murmure qu'à une certaine époque, les gens devaient téléphoner et parler à Mais d'autres non! gens avec leur bouche. Attends, donner leur avis et tout, échanger? C'est bizarre Il ça. fallait utiliser sa bouche et parfois on dit même qu'il y avait un fil, au machin en plastique que tu mettais à ton oreille. C'est un Ah truc bon? de fou. Mais non, et est-ce qu'on pouvait écouter à plusieurs? Bien sûr que non, quelle idée. Ah bon, ouf, je suis rassuré. Même pas avec un petit accessoire que tu mettais à l'oreille, non? Bon bref, Si bon, peu importe. En tout cas, voilà, l'intelligence artificielle nous a fait sortir de cette époque sombre et barbare, Ah oui. évidemment, ça va au-delà de la commande de pizza. Gemini sera désormais capable aussi d'interagir avec donc une multitude d'applications, de croiser les informations et d'en faire quelque chose d'utile, pour changer, en prenant des initiatives et en accomplissant des suites de tâches, modérément complexes quand même, hein. Mmh. Donc, un agent, quoi, voilà, si vous n'avez pas encore compris que c'est le mot de l'année, les agents sont partout, dans les OS, les navigateurs, et on en reparlera encore évidemment plus tard. Après, il faut dire que jusqu'ici, les fonctionnalités qu'on avait, les brèves d'ailleurs, par exemple sur Samsung, ou l'IA d'Apple d'ailleurs, hein, celle qui s'est matérialisée, ça s'est pas révélé particulièrement renversant, quoi. Ça pourrait changer. Selon ce qu'on voit sur l'écran, Gemini pourrait suggérer des choses, parce que lui aussi, en fait, il voit ton écran en permanence et il peut voilà, tirer des conclusions. Et il peut être proactif. Et donc, dans la barre qui est au-dessus du clavier, il peut te faire des suggestions qui pourraient être utiles. Par exemple, tu parles de l'Australie avec quelqu'un dans le chat, il peut te suggérer de partager des photos qui ont été faites en Australie, quoi. Alors, de tes vacances en Australie, c'est ce qu'ils appellent le nudge. Le nudge, c'est dispo uniquement sur les claviers Samsung, hein, et il peut aussi faire des choses un petit peu plus compliquées. S'il voit que dans la discussion, tu cherches un créneau pour voilà, prendre rendez-vous avec quelqu'un, il peut tout seul proactivement aller chercher dans ton agenda, regarder dans les zones, voilà, à peu près dans les jours où tu es libre, et puis te proposer comme ça des dates de rendez-vous. En fait, c'est un usage de l'IA non invasif, qui peut être Mmh. effectivement authentiquement utile, et qui a ce côté cool, c'est que, au pire, si elle se plante, elle sert à rien, mais si elle tombe juste, elle te fait effectivement gagner du temps. Donc Samsung a fait un partenariat avec Perplexity aussi, qui te permet d'utiliser les services directement dans le navigateur. La retouche photo, évidemment, est un nouveau sommet, hein. Alors, quand je parle de retouche photo, c'est au sens moderne du terme, hein, c'est-à-dire des modifications génératives qui peuvent totalement, radicalement changer le contenu du cliché. L'aspect de plus en plus plastique d'ailleurs, hein, des photographies, qui sont plus finalement qu'une base pour donner libre cours à ton imagination, pose un certain nombre de problèmes, hein, ça aura échappé à personne, et d'ailleurs Samsung en convient. Mais bon, si je résume une interview relayée par The Verge avec des cadres donc de la marque, ils savent pas trop quoi en faire en réalité, hein. Ils disent: «Ah, c'est un problème, c'est vrai, mais bon». À peu près à chaque fois qu'on soulève le problème, ce qui revient d'ailleurs, c'est que tout le monde dit: «Ah, mais de toute façon, il existe le C2PA». On en avait parlé, c'est le protocole cryptographique soutenu par Adobe, Meta, Google et compagnie, quoi, hein, qui permet de signer les photos, mais voilà, de manière cryptographique, et de suivre leurs modifications. C'est une signature dans une métadonnée. Ça nécessite aussi Mmh. qu'il y ait toute une chaîne qui soit compatible avec, de la création, la modification, la publication. Et bon, maintenant qu'on a un petit peu de recul, puisqu'on a parlé de ça, nous, il y a déjà bien plus d'un an, puisque la première annonce remonte à février 2024. Et donc Oui. là, ça fait un petit moment, ça fait 2 ans, on peut arriver à la conclusion que ça sert à que dalle. Voilà. Ah oui, c'est vrai que ça n'a eu aucune efficacité Ça pour n'a arbitrer des deepfakes dans les médias ou qui circulaient sur internet, oui. C'est très, très limité, hein, c'est pas assez utilisé, c'est trop facile à retirer, c'est même si pas si évident à contrôler, il vous faut un logiciel qui soit capable de les lire, ces signatures cryptographiques, et de vous dire si oui ou non ça a été trafiqué. Bon, il faut que quelqu'un ait l'idée de le consulter aussi, hein, ça c'est autre chose. Donc pour les cadres de Samsung, néanmoins, ça suffit. Mais les gens, ils ont qu'à l'utiliser, c'est leur problème, hein. Par ailleurs, ils répondent que, selon eux, leur clientèle a des besoins de créativité, quoi. Ils sont créatifs, c'est des grands créatifs, les utilisateurs de Samsung. Et le client est roi. Pour le moment, les images générées via les interfaces de Samsung ont un watermark, hein, un petit truc visible, hein, donc là, ça n'a rien à voir. Du coup, il suffit de couper pour le retirer, quoi, évidemment, mais bon, ils ont même dit que s'il y a trop de clients qui nous disent: «Ouais, c'est moche ce watermark», on va le virer et puis c'est tout, c'est pas grave, le client est roi de toute façon. On a l'impression que l'ambiance générale, c'est: «Oui, oh, c'est pas si grave, vous verrez».
C'est parce que vous êtes vieux. Les jeunes, ils s'en foutent. Et au fur et à mesure que le temps passera, plus personne fera attention à ce genre de détails. Peut-être. Ou alors, ce sera exactement l'inverse. Les gens seront de plus en plus opposés à l'IA et tout ce qui est génératif. Je sais pas. C'est un pari, quelque part, mais bon. En tout cas, voilà. Je sais pas si tu vois d'autres choses à dire sur l'événement Impact. Ah oui, c'est vrai, on devait parler des Galaxy Buds aussi. Oui, parlons un petit peu des buds. Juste un mot pour les images par IA. Ce qui m'interpelle quand même, c'est qu'on n'est pas sur une mode, on n'est pas sur un style, on n'est pas sur une tendance. On est quand même sur le reflet de la réalité avec les photos. On le sait aujourd'hui, le rôle qu'ont les photos dans le traitement de l'actualité, dans l'information, dans la manière dont circule le partage d'informations entre les gens, c'est basé sur les photos et sur la réalité qui s'est totalement effondrée parce qu'on ne sait plus quand on reçoit une image si elle est vraie, si elle est fausse. On doute de tout, on doute aussi des photos qui paraissent très authentiques. Donc ça me paraît fou effectivement et c'est bien que tu aies pu autant enfoncer le clou et je voulais en rajouter une petite couche sur le fait que ça me paraît assez irresponsable pour des boîtes de faire ça de manière aussi décomplexée, quoi. Mais bon, effectivement. Bon, les AirPods, est-ce que je dois... les earbuds, est-ce que je dois tout de suite remplacer mes AirPods Apple, Guillaume? Non, enfin, je sais pas. En tout cas, ils ont l'air sympas. Enfin, en 2 mots, c'est les Galaxy Buds 4 qui sont déclinés en 2 versions, et le classique et pro. La silhouette est plus tranchante, je dirais. La finition est métallique. Il y a un nouvel algorithme de réduction du bruit. Les haut-parleurs sont aussi légèrement plus larges. Évidemment, tu peux discuter avec Gemini avec. Et apparemment, il y aura aussi une fonction pour commander le casque avec des mouvements de sa tête. Donc, je sais pas, tu secoues la tête, non, c'est pas bon, passe à une autre chanson, oui, j'adore, enfin, je sais pas, ce genre de conneries. En tous les cas, ça va être très rigolo dans le métro, parce que c'est les gens qui discuteront avec leur téléphone en bougeant la tête, ça peut être marrant, je pense. Mais à noter que seuls les pros embarquent la réduction de bruit intelligente, nouvelle manière en tout cas, et que c'est quand même assez cher, il faut le dire, les pros sont à 250 balles et les standards à 179. Ce qui est des prix finalement assez comparables avec les AirPods et les AirPods Pro. Mais tu sais que cette fonction de oui et non de la tête, alors moi je l'ai sur les AirPods là, je m'en sers super souvent. Quand je suis en pleine course, que je suis en train de faire mon running sur le chemin des Ortillonnages à Amiens et que j'écoute un merveilleux podcast et que j'ai... Comment ? Mais quand tu cours, t'as la tête qui bouge déjà, comment il fait ? Écoute, je ne sais pas comment il marche et c'est très bien que ça fonctionne, mais en tout cas je cours, donc ça marche très bien. Je fais pas des gros mouvements de la tête non plus. Quand je cours, je reste droit et bien solide comme ça sur mes appuis. Et puis, j'écoute des podcasts, j'écoute de la musique et de temps en temps, j'ai une notif en disant « Vous avez atteint 1 kilomètre de course. » Et ça, c'est insupportable. Et donc, plutôt que de le désactiver tout le temps, tu fais non de la tête et ça dégage. En fait, c'est vachement pratique. Ou est-ce que vous voulez activer une séance de sport ? Tu fais oui. Voilà, c'est des petits trucs. En vrai, c'est pratique. Est-ce que c'est un game changer ? Est-ce que ça mérite 250 balles, je vous laisse y réfléchir. En tout cas, la période est un petit peu toujours la même en début d'année. Il me semble que c'était plus en février avant, mais je me trompe peut-être. Mais en tout cas, c'est actuellement le Mobile World Congress du 2 au 5 mars donc 2026, un des salons les plus emblématiques sur la tech et en particulier sur la mobilité de la tech. En tout cas, c'était un peu l'ADN au départ de ce salon. Donc ça a lieu évidemment chaque année à Barcelone. Avant, on y parlait beaucoup des smartphones. Maintenant, ça tend à s'ouvrir un petit peu plus. On a déjà une première sélection à vous présenter. C'est Guillaume qui a fait une petite sélection avec notamment plein de nouveautés, en particulier de Lenovo et une approche comme ça. Je voudrais vous interpeller aussi, vous poser la question. Des ordinateurs portables qui se démontent comme des Lego, est-ce que en fait ça vous tenterait ? Est-ce que ça vous branche ? Ou alors, autre chose, tiens, des consoles comme le Steam Deck, mais avec des écrans pliants. Ou, plus original, je vous l'ai dit tout à l'heure, une espèce de bras robot, lampe, écran, scanner à IA qui va vous aider dans votre travail de bureau. Mais pourquoi pas aussi, on pourrait imaginer des espèces de stations réveil pour la productivité tout en vous protégeant des burn-out dans les open space. Évidemment, c'est boosté à l'IA, mais quelle sélection incroyable, Guillaume, pour commencer. Oui, on va parler un petit peu du MWC 2026 avant le MWC. Ah non, pas tout à fait, puisqu'il se tient du 2 au 5 en fait à Barcelone, donc on est dedans. Et effectivement, c'est le début, et on a quand même déjà quelques petits appareils rigolos. On peut commencer par Lenovo, parce que Lenovo nous a gâtés, je dirais. Ah ouais, il y en a avec toutes les pas mal sauces. de concepts marrants. Alors, je sais pas si on commence par les trucs les plus classiques ou les trucs les plus délires, on va y aller crescendo, c'est mieux. On va commencer par les trucs plus classiques. Donc, ils ont annoncé évidemment, comme d'habitude, des améliorations de nouveaux Yoga, le nouveau Yoga 9i, etc. Bon. Mais on va passer à un truc qui est un peu plus rigolo, c'est le ThinkBook modulaire, effectivement. C'est un truc assez étrange, que ça se présente de base sous la forme d'un portable qui a 2 écrans collés l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un portable normal avec un écran face à vous, puis au lieu d'avoir un capot tout plat à l'arrière, vous avez un autre écran qui fait face donc à l'opposé de vous. Un écran de la même taille. Alors hormis le fait qu'il est quand même assez exposé pendant les transports et qu'il va... Ah, tu m'étonnes.
Bon, le Vivement la deuxième coque. écran, il est amovible et donc vous pouvez l'utiliser comme un écran additionnel que vous posez un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi le poser donc évidemment alors, donc à côté du portable si vous voulez, mais c'est comme un écran externe qui sera en USB-C ou en HDMI, donc c'est pas fondamentalement nouveau. Et là où c'est plus original, c'est que vous pouvez aussi carrément enlever le clavier de votre ordinateur portable et le remplacer par cet écran. Vous aurez une énorme surface d'écran tactile OLED comme ça, et c'est une modularité qui se prolonge dans les ports qui sont amovibles. En fait, vous avez une interface M2 dessus et vous pouvez enclencher divers blocs de ports. Donc vous pouvez un port USB-C, USB-A, port HDMI, et voilà, ce que vous avez besoin, quoi. Une sorte de portable un petit peu modulaire qui est vraiment concept, hein, c'est pas du tout prêt pour une commercialisation puisque l'ordinateur sur lequel on a fait la démo, là, c'était une batterie qui était, il avait une batterie qui était absolument pas capable de gérer 2 écrans simultanément. C'est une batterie normale en réalité. Donc c'est une idée, pas encore pour tout de suite, mais bon, pourquoi pas. Et un petit poil plus délire, comme tu disais, il y avait le concept, toujours au concept, hein, mais peut-être plus proche de la commercialisation, je sais pas, c'est le Legion Go Fold qui est aussi effectivement très modulaire. Il s'agit, alors, comme son nom l'indique, hein, c'est une Legion Go, donc c'est un PC console mobile, console de jeu portable, quoi. Il a 2 originalités. Il y en a une très grosse et une toute petite. La très grosse, c'est que c'est son écran OLED qui est dépliable. Donc normalement, il a un écran d'une diagonale de 7 pouces 7, mais il peut se déplier jusqu'à atteindre une taille de 11 pouces 6, donc 11 pouces 6 en hauteur. Donc c'est comme si vous aviez une énorme tablette. Alors c'est vrai que c'est un peu étrange de jouer avec une énorme tablette en mode portrait comme ça, c'est pas forcément idéal, mais alors vous pouvez... Ah oui, alors il y a une autre petite originalité, je dis qu'il y avait une petite originalité, ça c'est la grosse originalité. La petite originalité, c'est qu'il y a un tout petit écran OLED qui sert de touchpad sur la manette droite, qui peut s'avérer assez utile pour afficher des informations autant que pour remplacer la souris. Mais donc, même si c'est bizarre de jouer comme ça en mode portrait, en fait, il faut voir que c'est un appareil modulaire dans le sens où les manettes peuvent se détacher, et donc du coup vous avez un écran tactile qui peut faire tablette, et cet écran vous pouvez le mettre sur une base clavier. Et donc vous avez une station de travail, laquelle donc possède soit un écran 7 pouces, soit un écran 11 pouces, un écran qui est plus grand, ce qui peut être assez pratique, et du coup vous pouvez jouer à la souris, au clavier, sur une machine gamer, donc comme ça, ou alors vous pouvez enclencher les manettes, ou bien vous pouvez avoir votre tablette. Donc finalement c'est une console de jeu, tablette, station de travail, ordinateur gaming, tout à la fois. Machine donc potentiellement très polyvalente, qui sera aussi probablement extrêmement chère, puisqu'elle est équipée d'un Core Ultra 7, donc Core 7 Ultra, je sais pas quoi, 258V avec 32 Go de RAM, ce qui de nos jours représente probablement pas loin du prix d'un studio à Valenciennes, quoi. Bon. Je sais pas si ces machines te font envie, toi En fait, moi, ça me fait pas forcément envie, et puis surtout, je suis très vite refroidi par l'hypothétique prix, Moi, effectivement, je suis juste pauvre, donc probablement ça n'a pas de... exorbitant du truc. Mais s'il y a un marché pour les smartphones pliants, si les gens aiment ça, et si jamais ça apporte des services, j'imagine qu'il peut y avoir certains gamers exigeants qui voudraient ça. J'ai quand même du mal à m'imaginer que ça puisse se répandre facilement, ça me paraît un peu niche quand même. Mais franchement, sur le plan techno, c'est très cool de savoir que ça existe, ou que ça va exister en tout cas. Voilà, on est resté à peine originaux. Là, maintenant, on va rentrer dans un truc un peu plus délire. Là, on va commencer doucement avec un nouveau concept. Donc, tu l'as dit, celui du réveil intelligent, on dirait. Au niveau du look, c'est vraiment, ça te rappelle un bon vieux radio-réveil, quoi. Ouais. C'est une boîte avec un écran et ça se pose près de ton ordinateur. Il y a une grosse molette sur le dessus, assortie d'ailleurs de quelques boutons tactiles programmables sur le capot du haut, quoi. Donc, vraiment, ça ressemble à un radio-réveil. Et c'est présenté comme un compagnon de boulot, alors pas forcément comme un agent IA pour le coup, cette fois, mais plutôt comme un gestionnaire de planning, tout simplement. Alors bien sûr, ça fait aussi horloge, ce qui achève d'en faire un vrai radio-réveil, s'il fait radio, indispensable. Je sais pas. Mais surtout, l'appareil est censé se connecter à diverses sources, connectant des informations sur tes rendez-vous, ce que ton emploi du temps, tes tâches à faire, etc. Et puis tout centraliser et afficher ça, ce que tu as à faire immédiatement, quoi. Le but, c'est d'aider à te concentrer, on va dire, sur l'essentiel, qui est probablement pas la comptabilité, mais bon. Une horloge agenda, qu'est-ce que c'est l'essentiel dans la vie? Je sais pas. Une horloge agenda, donc, est-ce que ça a besoin d'une machine dédiée? Je sais pas. Après, il y a quand même aussi un versant utilité matérielle, puisque ça peut servir de hub USB, de hub HDMI, de station de charge. Et puis les boutons sont programmables, donc en fait, tu peux activer des fonctions sur ton ordinateur avec. Bon, ça peut être pratique. Après, évidemment, tout va dépendre du prix, quoi. Alors, en même temps, le concept de radio-réveil, c'est quand même beaucoup moins perché que celui du Workmate. Alors, lui aussi, c'est un compagnon de bureau. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que c'est une espèce de petite boule sur un bras articulé
qui a donc c'est une sorte de Luxo Junior, vraiment, hein, ça ressemble pas pour ceux qui voient ce que c'est que Luxo Junior, sauf que c'est pas une lampe, en fait, à la boule, il y a un écran dessus qui affiche une paire d'yeux rigolo, assez expressif, qui affiche aussi des informations éventuellement, mais enfin, c'est vraiment pour le rendre sympathique, quoi. Et surtout, il a un projecteur et un scanner. C'est-à-dire qu'il a une caméra et un projecteur, en fait, qui est intégré dans la boule. Et donc, il peut afficher des informations en les projetant sur la surface du bureau. Et il peut scanner des documents que tu le mets dessous, que tu mets sous les yeux. Littéralement, en fait. Et évidemment, ce projecteur peut d'ailleurs aussi envoyer sur le mur, hein. Tu peux tu peux le relever, puisqu'il est sur un bras, tu peux le relever, puis aussi projeter sur un mur, ça fait projecteur, quoi. C'est un psychoprojecteur. Et évidemment, on peut interagir à la voix avec lui, Ouais. ou alors avec des gestes. Il y a une IA intégrée, et si vous lui mettez un document, par exemple, en papier sous les yeux, au sens, voilà, il pourra vous le résumer, si vous voulez. Il parle, évidemment, bien entendu, il parle. Si vous griffonnez des idées sur un papier, il pourra les organiser, en faire un transparent PowerPoint. C'est une sorte d'interface matérielle, d'incarnation de Kira. Kira, c'est le ChatGPT de Lenovo, qu'il essaye de mettre en place. Donc le Workmate, il peut vous écouter en permanence, il peut suggérer des trucs, faire des choses à ta place, une sorte de collègue robot. Enfin, un collègue qui te parlerait pas jamais des gastros de ses gosses ou de ses vacances foreuses à Courchevel, quoi. Donc je sais pas si c'est mieux ou pas. Mais qui prendrait pas de café avec toi à la machine. Et non, Dommage. qui pourra pas bitcher avec toi sur les managers. Oui, bah oui, du coup, je sais pas. Alors, c'est vrai que Lenovo, bon, c'est un concept, mais ça va vraiment dans une direction, on sent qui est complètement claire, celle de nous rendre les IA sympathiques, en fait, affectives. On va le voir aussi avec Honor juste après, hein. Avant de parler de Honor, on peut faire la transition peut-être avec Motorola, qui est toujours un peu Oui. Lenovo du coup, puisque Et bien sûr, ouais. oui, Un petit mot quand même sur cette lampe bras robot innommable. Je peux pas m'empêcher, d'inciter nos auditeurs et nos auditrices et les personnes qui regarderaient cette vidéo à surtout s'abonner pour être sûr d'écouter ou de voir l'épisode prochain, parce qu'on va vous parler de ce qui se passe chez Burger King. J'en ai parlé un petit peu en live, je vous en dis pas plus, mais j'imagine que ces lampes pourraient être parfaites aussi pour aider, les projets de Burger King de surveillance de leurs collaborateurs. Mais chaque chose en son temps, effectivement, tu as raison, continuons un petit peu à parler, des autres tu parles appareils du Mobile World mais Congress. tu parles de Patty. Oui. Oui, évidemment. Donc oui, toujours un peu Lenovo avec Motorola. Juste toucher 2 mots sur le prochain Razer Fold, qui est un téléphone pliant, hein, disons classique dans le très très haut de gamme, hein, puisqu'il coûte quand même 2000 balles. Lui aussi, d'ailleurs, comme le S26, il aura un Snapdragon 8 génération 5. Et puis toute la panoplie du super smartphone, quoi. Les capteurs Sony photo, capteur photo Sony de folie. Alors, il a plein de trucs, évidemment, il est sexy, évidemment, il coûte 2000 balles, donc heureusement. Mais ce que je trouve le plus Il peut remarquable, être sexy, ouais. c'est sa batterie, qui est déjà énorme, hein, puisqu'elle fait 6000 mAh. Et c'est surtout qu'elle utilise la technologie silicium carbone. Alors l'idée générale, c'est de remplacer le graphite par du silicium, parce que le silicium, ça peut contenir beaucoup, beaucoup plus d'iolithium que que le graphite. En théorie, 10 fois plus. Mais en théorie seulement. Parce qu'en pratique, beaucoup moins, hein, évidemment, parce que le silicium va gonfler beaucoup quand il absorbe des iolithium pendant la charge, donc c'est compliqué, quoi. Il faut gérer ça, donc en fait, on remplace pas tout. On remplace pas tout avec du silicium. On va utiliser une méthode hybride, souvent avec des particules de silicium dans une matrice de carbone. Mais bon, pour la faire courte, malgré ça, on arrive à augmenter la densité énergétique de manière assez intéressante. C'est pas une totale nouveauté, hein, et puis c'est pas spécifique à Motorola, puisque Honor avait déjà fait des recherches dessus depuis longtemps. Puis ils sont arrivés à environ 13% d'augmentation de la densité énergétique sur leur Magic 5, déjà, Magic 5 Pro à l'époque. Ces batteries restent quand même rares pour le moment, hein, et elles commencent à Oui, c'est vrai équiper que les c'est rare. smartphones haut de gamme, et elles permettent de dépasser la barre des 6000 mAh. Et tout ça sans aucune augmentation de taille. Donc évidemment, c'est idéal pour tout le monde, mais c'est surtout idéal en fait pour les téléphones pliants qui non seulement ont des composants haut de gamme et qui consomment beaucoup, mais qui ont surtout 2 écrans, dont un énorme, donc évidemment, c'est très pratique. Ouais, c'est le même poids, j'imagine, aussi, voire Oui, peut-être oui. même plus léger, non? C'est le Oui, même c'est le poids? même poids, je crois. Très bien, très bien. On continue, du coup, Oui, avec, et bien on passe chez Honor, qui est à fond dans les robots, voilà. Alors, il en fait des gros, même Honor, hein, puisque là, il nous a gratifié d'un robot humanoïde qui a volé le show un petit peu au MWC. Le truc ressemble de loin à un robot Unitree, c'est un peu la même tronche, en fait, hein, un humanoïde pas trop grand. Alors, il a fait une chorégraphie sur scène avec des mecs, et puis il a fait aussi des acrobaties assez impressionnantes.
Il a fait un saut périlleux arrière et c'est assez fou parce qu'il l'a presque raté. On a l'impression qu'il l'a presque raté. Il a fait le saut périlleux, puis il a atterri comme il faut, mais il a dû se retenir avec une main, tu sais, reprendre un peu son équilibre. Du coup, Comme c'est un encore humain plus l'aurait fait. impressionnant. Mais c'est exactement ça. Cet aspect très naturel est presque plus impressionnant que s'il a fait un saut périlleux parfait. C'est marrant. Alors bon, on n'a compris aucune date de disponibilité pour ce robot qui, de toute façon, ne concerne pas vraiment les particuliers. Mais on avait un autre robot beaucoup plus petit, beaucoup plus mignon, qui a beaucoup fait Tu l'aimes. parler de lui. C'est le Robophone. On avait déjà parlé, il me semble. Oui. Vraiment, je m'en Et souviens. tu en avais déjà dit du bien, t'étais Avec touché, Cassine. ça se sentait que t'avais envie de ça. Alors, ça se voit. quelque part, j'ai trouvé ça sympa, mais à l'époque, c'était plus un concept, un prototype, et je suis même étonné que ce soit devenu un vrai produit. Alors, ce téléphone robot, il n'a pas de pattes, hein, c'est pas un téléphone robot qui n'a pas tous des bras, mais il a une caméra motorisée qui se déplie, et ça lui donne un œil, mais vraiment un œil. Et c'est parce que c'est un œil qui est mobile et qui est assez expressif. Et ça lui donne au téléphone une personnalité qui est assez troublante. C'est évidemment fait exprès. Cette caméra, donc à l'époque, était plus présentée comme un truc plus utilitaire, comme un gimbal miniature, c'est-à-dire une caméra stabilisée, que tu peux, par exemple, les influenceurs peuvent utiliser ça pour se filmer en marchant, ce genre de truc. Ok, tu vois, c'est une grosse caméra de très haute qualité, stabilisée, c'était bien. À l'époque, notre conclusion, d'ailleurs, c'est que ça serait probablement trop cher et trop fragile pour le grand public, tu vois. Tu vois, c'était pour des usages plus pro. Mais là, en fait, la raison d'être de cet appendice, tu te rends compte que Honor choisit de ne pas la rendre vraiment fonctionnelle. Enfin, que c'est pas la fonctionnalité, peut-être. Parce que cette petite caméra, elle est présentée comme une source d'expressivité. Elle peut se pencher, elle peut osciller, tourner toute seule. C'est une caméra, et pourtant, on dirait qu'elle est là plus pour exprimer des choses que pour en capter. Et c'est vraiment le but, hein, parce que comme dans une sorte de dessin animé de science-fiction, d'ailleurs, tu le vois dans la vidéo de démo, le téléphone, il est devenu intelligent, lui a poussé un œil, puis tu peux discuter avec, et l'œil te regarde, il regarde aux alentours, le téléphone peut acquiescer en oscillant un petit peu comme ça, ce que tu dis, au contraire, t'es pas d'accord. Il y a une démo, il y a une fille qui essaye des robes, et le téléphone s'exprime, s'il trouve que c'est bien, ou que ça lui va ou pas, en hochant la tête, pour le dire comme ça. Il peut avoir l'air perplexe, il peut osciller au rythme de la musique. Dans la vidéo démo, il a même une petite voix de bébé robot typique qu'on trouve dans Wall-E, quoi. Hein. Et je trouve ça très caractéristique, ce pivot qui a été fait entre le fonctionnel et l'affectif. Parce que c'est malin, c'est très malin. Il n'y a rien de mieux pour vendre des produits, forcément. Parce que c'est très bien si un produit est utile, hein, mais c'est beaucoup mieux s'il est mignon. Vous aimez pas l'IA? Mais regardez comme il est mignon, il est irrésistible. Comment vous pouvez être aussi méchant? Regardez dans la vidéo, il est même émerveillé par un kaléidoscope. Véridique, hein, dans la vidéo promotionnelle de Honor, le mec lui montre un kaléidoscope et il fait... T'es toujours là? Oui, je suis là, Ah, pardon. oui, bien sûr. Non, parce que des fois on n'avait pas, alors on ne sait jamais. Oui, non. donc ça m'a beaucoup amusé qu'ils mettent en scène, si tu veux, le robot qui est émerveillé par un truc. Non, mais bon, bref. La stratégie de Honor rejoint un peu celle de Lenovo, donc comme on vient de le dire avec le Workmate, pour que les gens adoptent l'IA en masse, il faut la dédramatiser, il faut la rendre accessible, la rendre mignonne. J'avoue que malgré tout, mais ça marche même sur moi. Je veux dire, je suis curieux d'avoir ce truc entre les mains. Je suis curieux de tester le Robophone de chez Honor, hein, pour voir à quel point ça fonctionne, tu vois. Et puis au pire, si ça marche pas, c'est quand même une très belle caméra de 200 mégapixels. Ouais, moi je t'avoue que je me rappelle effectivement qu'on en avait parlé, j'étais déjà très dubitatif sur le truc. Moi j'y vois déjà l'aspect fragile, tu vois, l'aspect mécanique, l'aspect je me balade avec ça. Même quand il est replié, évidemment, dans la poche, je sais pas, je pense que c'est une source de fragilité. Ça peut tomber en panne, le petit moteur peut lâcher. Je comprends le côté mignon et c'est vrai que je rejoins toute l'analyse que tu peux en faire. Moi, j'ai du mal à être tenté, par contre. Donc, tu vois, je sais pas. Je serais moins hypé par ce genre de truc. Par contre, tu vois, tout de suite, moi, les écouteurs où on peut dire oui ou non de la tête, tout de suite, ça me convainc, hein, finalement. Il y a des secrets qui se dévoilent pardon, au Mobile World Congress, et un en particulier, connaît-on enfin le secret derrière les futurs appareils connectés d'Apple et d'OpenAI? Et oui, parce qu'il y a une ombre qui s'étend sur le monde merveilleux des objets tech, et en particulier sur celle des smartphones. C'est pas celle de Sauron sur les terres du milieu, mais c'est celle d'un bidule que certaines boîtes comme Apple ou OpenAI voudraient que vous achetiez à la place de votre iPhone. Évidemment, le but, ce serait que ça fonctionne à l'IA, hein, idéalement que ça enregistre tout autour de vous, en vidéo, en audio, tant qu'à faire. Et puis, il y a un composant essentiel pour anticiper ce type d'outils. Ce sont les processeurs. Vous savez, c'est essentiel, hein, c'est ce qui permet de faire toute l'intelligence, toute la réflexion, les processeurs. Et justement, Qualcomm a l'air aussi d'être activement sur le projet, Guillaume.
Oui, ils ont montré donc une nouvelle puce pour les objets connectés qui s'appelle le Snapdragon Wear Elite Chip. Donc une puce ultra mobile qui arrive en complément en fait du W100, W100 Plus même, qui existe déjà pour les objets connectés. C'est une puce qui est gravée plus fine en 3 nanomètres, donc c'est un progrès, et puis elle aura surtout 2 NPU. Ouais, un seul NPU, ça suffit plus. Donc il y en aura un petit et un gros. Puis il y aura un INPU, petit quoi, qui sera capable de prendre en charge des fonctions IA très basiques, comme la détection de mots-clés, l'activité que vous avez, quoi. Il pourrait savoir si vous marchez, si vous courez, ce genre de trucs, et la captation de données simples, quoi. Hein. Et puis, Comme il y a des cœurs performance et des cœurs économiques pour les calculs, quoi, en fait. c'est un petit peu l'idée, effectivement. Hein, et lui, il consommera très peu d'énergie, et puis il pourra veiller, quoi. Et puis, après, s'il chope un truc intéressant, il pourra réveiller le gros NPU, le NPU Hexagon, plus standard, qui sera chargé de faire tourner des trucs beaucoup plus complexes, et même jusqu'à des petits LLM. Qualcomm affirme que sa mini-puce sera néanmoins capable, alors elle sera toute petite, hein, vraiment, mais elle sera quand même capable de faire tourner un chatbot de 2 milliards de paramètres raisonnablement vite. 2 milliards de paramètres, c'est peu, mais il faut pas s'y fier. Hein. Aujourd'hui, un modèle open source à 2 milliards de paramètres que tu télécharges en 30 secondes sur Internet, il est capable de te tenir le crachoir. Hein. Tu peux avoir une conversation sans problème avec, c'est devenu assez impressionnant. Alors au-delà de ça, le Wear Elite est assez proche du W5, il a un peu plus d'autonomie, un peu plus de puissance, il aura une connectivité satellite, le Bluetooth 6, etc. Et donc effectivement, on voit vers quoi c'est orienté. C'est une puce pour objets connectés dont la partie NPU est surboostée. Donc c'est le calcul pour l'intelligence artificielle. Et donc, oui, ça se destine aux bidules, c'est-à-dire aux trucs que vont nous prendre Apple et OpenAI, quoi. Mais ça pourrait aussi intéresser évidemment les fabricants de lunettes intelligentes comme Meta ou Apple, hein. Décidément, que du bonheur. Ouais, que du bonheur, effectivement. Tu penses qu'il y a des commandes, typiquement, par exemple, est-ce qu'un OpenAI passe parfois commande de Oui, ce bien sûr, type ils de peuvent. processeur avec des Oui, ils évolutions peuvent, mais en fait, là, Qualcomm, manifestement, c'est plus je sens que c'est la mode, regardez, je fais ça, et puis venez, Ok, quoi. Mais parfois, effectivement, bien sûr, il peut y avoir des commandes. c'est une vitrine industrielle quelque part. Je vous ai mentionné tout à l'heure le fait que, alors évidemment Guillaume, il a un outil pour comparer les coûts de data center dans l'espace versus la Terre. Il y a aussi plein d'articles qui sont sélectionnés pour chaque épisode et vous pouvez les retrouver dans la newsletter. Et juste avant qu'on enchaîne sur la suite de l'épisode, je vous invite évidemment à aller vous inscrire sur patreon.com/techcafé. C'est gratuit et vous vous abonnez ainsi à la newsletter. Vous allez d'ailleurs retrouver, je vais le rajouter dans la newsletter, Guillaume, cette semaine, une vidéo que tu m'as partagée par Signal. C'est une vidéo promo qui critique l'unshitification, l'emmerdification des services. Ça vient d'Europe du Nord. C'est vraiment très drôle, c'est très bien fait, vous verrez. Donc vous aurez aussi le lien vers cette vidéo. Vous retrouverez aussi donc, la liste de tous les articles et puis un édito de ma part avec le récap des épisodes publiés durant la semaine passée. Et évidemment, rien que ça, ça justifie d'être abonné gratuitement sur Patreon, mais en plus, il y a aussi une autre opportunité, celle de vous abonner à un des niveaux payants de Tech Café pour débloquer, pour le coup, un maximum d'avantages. Par exemple, vous pouvez évidemment bénéficier de l'écoute de Tech Café sans la pub. Vous pouvez aussi accéder aussi aux coulisses du podcast où je vous raconte occasionnellement mes visions sur le podcast, sur Tech Café, sur mes projets professionnels. Et évidemment, les lives privés. Alors, j'ai pas pu organiser celui de février, ça a été un mois un peu chamboulé de mon côté, mais ça arrive. Il y aura du rattrapage. Foncez vite vous abonner si vous voulez en profiter. L'autre fois, ça avait été évidemment un super moment en tant que live privé, et on va essayer de évidemment le systématiser au moins une fois par mois. Mais aussi et surtout, si vous trouvez tout simplement que Tech Café vous manquerait s'il disparaissait dans la forme actuelle, là, avec l'info qui vous est délivrée, avec le ton qu'on y donne, si jamais vous considérez que le travail qui consiste à réaliser cet épisode vous amenez toutes ces actualités de manière claire et commentée, ça le mérite. Vous passez peut-être d'ailleurs des bons moments en alimentant votre veille de manière très efficace. Si vous êtes convaincu de tout ça, on a besoin de vous et de vos abonnements. C'est la principale chose que vous pouvez faire pour garantir que Tech Café arrivera encore et toujours dans votre app de podcast. Il y a une seule adresse à retenir, une seule, pas 10, une, patreon.com/techcafé. De toute façon, vous n'avez même pas à la retenir puisque vous allez dans les notes de l'épisode ou dans la description de la vidéo et vous avez le lien qui apparaît très très vite, patreon.com/techcafé. Pour la suite de l'épisode, une question. Quelle est la meilleure IA? ChatGPT, Gemini, Claude? Je ne sais pas, vous avez peut-être votre avis. Vous voudriez en tout cas de votre côté peut-être faire un choix une bonne fois pour toutes d'un seul outil et ne plus en bouger parce que vous êtes convaincu que c'est le meilleur outil IA. Ces derniers jours, on doit le dire quand même, c'est Claude qui fait course en tête
en tout cas au classement des apps de l'App Store. C'est assez étonnant. En partie à l'origine de cet engouement, il y a visiblement une brouille entre Anthropic, la société qui fait Claude, et Donald Trump, que je ne vais pas représenter, le président Orange, qui a mal pris que Anthropic demande au département de la Défense des garanties pour pas faire n'importe quoi avec cette IA. Guillaume, tu as suivi ça très près. De quoi s'agit-il exactement ? C'est le sujet en matière d'IA de cette semaine, j'ai l'impression. Oui, ça me fatigue la tête, vraiment. Non, mais on peut parler de ce qui est peut-être aux États-Unis et dans le monde de l'IA un des plus gros dramas de la semaine, Anthropic et le Pentagone. C'est encore en cours et franchement, je comprends pas tout. Le Pentagone utilise Claude, il l'apprécie beaucoup, il l'a même utilisé pour le coup au Venezuela, il l'aura même utilisé même pour l'opération en Iran. Alors même qu'ils vont le virer, il l'utilisait encore. Bon, tout le monde a ses limites, et comme toutes les boîtes tech, Anthropic a aussi ses limites. Il a des conditions générales d'utilisation, de toute façon, bien entendu, avec des limitations qui sont, somme toute assez light. Mais ça, les restrictions, Pete Hegseth, il aime pas. Le viril Pete Hegseth, il peut pas imaginer qu'un nerd comme Dario Amodei, le PDG d'Anthropic, pourrait ne serait-ce qu'envisager de se mettre en travers de son chemin quand il projette l'inébranlable puissance américaine vers de pauvres peuplades démunis, tu vois. Et puis manifestement, il veut aussi pouvoir envoyer des Terminators sur la tronche d'un pays bronzé qui a mal parlé à Donald, quoi, ou mettre la totalité de la population sur écoute, je sais pas, pour débusquer la vermine communiste. Et ça, Dario, il veut pas. Non, mais quoi, je veux dire, faut pas déconner. Donc Anthropic, il avait pourtant mis de l'eau dans son vin déjà, et parce qu'initialement, il faut savoir qu'il s'était imposé un ensemble de règles assez strictes, qu'il appelait le RSP, pour le Responsible Scaling Policy. L'idée, c'était que si Anthropic n'avait pas les moyens de s'assurer qu'a priori un modèle ne serait pas dangereux, ils n'allaient pas l'entraîner, ils n'allaient pas le faire, ou ils n'allaient pas le sortir, ce genre de truc. Ils misaient plus sur la sécurité que sur la vitesse, ils voulaient être assurés de pouvoir contrôler le modèle final. Cette idée de la sécurité avant tout, c'était même l'ADN de la boîte. Souvenez-vous, la boîte s'était construite en réaction au laxisme d'OpenAI en la matière. C'est absolument vrai, oui. D'ailleurs, il y avait les personnes venaient d'OpenAI et puis avaient créé la boîte à part à ce sujet, effectivement. Ah bon, ça vous oubliez donc, parce que en fait, la semaine dernière, ils ont amendé leurs contraintes en écrivant noir sur blanc que si la concurrence avait trop d'avance sur eux, ils se dispensaient de cette mesure de sécurité. La logique étant limpide, si les autres continuent de courir, nous on va pas s'arrêter, de toute façon ça aide personne, et nous on est comme des cons, voilà, si je traduis. Donc Anthropic, il est capable de faire des arrangements quand sa survie économique est en jeu, et en ce qui concerne le Pentagone, par contre, il y a 2 lignes rouges qu'il n'est pas prêt à franchir, c'est les robotures autonomes et la surveillance de masse. Et c'est exactement sur ces 2 sujets que Pete Hegseth a vrillé complètement. Selon lui, Anthropic doit leur permettre de faire absolument tout ce qui est légitime. Alors je dois faire un petit point terminologique, parce qu'en anglais, ils utilisent le mot lawful. Lawful qui a été utilisé peut vouloir dire légitime aussi bien que légal, en fait. Et je sais pas exactement ce qu'ils entendent par là, finalement, parce que ça se complique vraiment beaucoup. Parce que légalement, c'est extrêmement bordélique. Parce que le département de la Défense lui-même, par la directive 3000.09, soyons précis, exige que tout système armé autonome soit supervisé par des humains. Et par la directive 5240.01, prohibe l'usage de systèmes intelligents de collecte de données sur les citoyens américains. Donc on pourrait aller jusqu'à dire que le Pentagone, il a déjà lui-même ses barrières. Donc je comprends pas trop les bails, en fait. Si ce n'est le melon de Pete, je vois pas trop. Alors après, des menaces claires et donc étonnantes, il a fini non seulement par annuler tous les contrats, mais aussi par mettre Anthropic sur la liste des risques de chaîne d'approvisionnement. Le risque de chaîne d'approvisionnement, c'est un statut qu'aucune entreprise américaine n'a jamais eu, parce que normalement, c'est fait pour les entreprises étrangères et dans des pays qu'on n'aime pas trop. C'est fait pour les Chinois. C'est fait pour les Chinois, globalement. Oui, parce que Huawei est le parfait exemple. C'est complètement inédit, on peut considérer que c'est un peu disproportionné, étant donné que ça veut dire que toute entreprise qui travaillerait avec le Pentagone serait interdite de travailler avec Anthropic, quelle qu'elle soit, donc Palantir par exemple peut utiliser Claude, ça va beaucoup les emmerder parce qu'il est très bon Claude, et on rappelle que tout ça, c'est parce qu'Anthropic ne veut pas faire de surveillance de masse et de roboture autonome. Mais attention, le pire de tout, c'est que fondamentalement, Dario, il est pas vraiment contre. Alors il dit quand même que la surveillance de masse, c'est pas super Charlie, quoi, pour la démocratie, ok. Mais pour les machines autonomes, le problème, c'est pas leur existence en soi. C'est plutôt qu'ils trouvent que les IA actuelles sont pas assez bonnes, sont pas encore assez fiables. Ça ferme pas la porte à un usage ultérieur, donc c'est pas non plus un chevalier si Moi, je suis pas le con. Je suis pas contre votre demande, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire bien. Alors, on refuse, c'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un peu l'idée, quoi. Mais bon, en tout cas, il a tenu tête au ministère de la Défense, enfin de la guerre, celui-là, quoi. Alors, il y a eu dans la foulée une pétition chez les concurrents pour qu'ils fassent pareil, mais tout le monde s'en fout. Des employés de Google et d'OpenAI se sont rangés du côté d'Anthropic. C'est la pétition Not Divided qui a été signée, au moment où j'ai regardé, par 636 personnes de chez Google et 96 chez OpenAI. L'impact est faible. Parce que d'ailleurs, OpenAI a récupéré les contrats d'Anthropic dans la foulée, quasiment.
Alors, la morale, l'éthique, c'est bien, mais enfin, les dollars, c'est mieux quand même. Hein, et OpenAI, il a vraiment besoin de pognon, de toute façon, on le sait. Et c'est là que ça repart en couille avec des infos contradictoires. Parce que d'un côté, ça a bien été confirmé par un fonctionnaire du gouvernement que les modèles d'OpenAI pourront être utilisés dans toutes les circonstances lawful, donc légitimes, bon, moi, je sais pas. Mais par ailleurs, OpenAI assure avoir les mêmes lignes rouges qu'Anthropic. Et Sam Altman a même répondu aux questions sur X pour rassurer son monde et assurer qu'il avait des sécurités multicouches, plus robustes que n'importe qui, tout en mentionnant aussi que le contrat n'est pas exactement le même que celui d'Anthropic. Ah bah mince alors. Alors pourquoi le Pentagone aura accepté cette fois? Concrètement, c'est quoi la différence? Est-ce que Altman est en train de nous enfumer comme d'habitude? C'est probable, parce qu'en fait, il y a un millefeuille administratif et que selon la loi que tu sors, globalement, tu peux dire que oui ou non, quoi. Parce qu'il y a des lois qui interdisent, en gros, le Pentagone interdit la surveillance de masse, ok? Mais il y a des lois qui l'autorisent, en fait. Il y a d'autres lois qui l'autorisent, en fait. Et en réalité, on sait très bien que la NSA ne s'en prive pas. Depuis Snowden, on sait très bien que la NSA ne s'en prive pas. Donc, c'est compliqué, quoi. Hein. Et là, toujours honnêtement, je sais pas honnêtement. Concrètement, honnêtement, je sais pas précisément si OpenAI qu'est-ce qu'il autorise ou pas, quoi. C'est vraiment un bordel sans nom. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça a eu un énorme impact sur l'opinion publique. Enfin, ça a eu un impact mesurable, quoi, puisque même avant ça, il y avait un mouvement Quit ChatGPT, hein, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs. Hein, le droit d'auteur, le SNOP, le chômage, la pénurie de RAM, les dons de Brockman à la campagne de Trump, donc il y avait des raisons, si tu veux, de pas aimer OpenAI. Bon, d'accord. Mais là, le truc, c'est que d'un coup, et ça c'est assez mal joué, la boîte apparaît comme un rapace sans scrupules. Voilà, Altman est en train de faire du damage control, mais manifestement, ça continue, puisque l'application Claude vient de se hisser number one sur l'App Store et que le rythme des installations de l'application de ChatGPT a augmenté ces derniers jours. Je ne sais pas si ça va durer, mais manifestement, c'est quand même une catastrophe au niveau des relations publiques, quoi. Eh ben écoute, quelle épopée incroyable, il faudra qu'on continue à suivre ça. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir que Claude se positionne, en partie volontairement et malgré tout de manière un petit peu fallacieuse comme tu l'as aussi, signalé, comme, l'alternative, saine quelque part, le «Don't be evil», et je le prononce très mal, mais qu'on a pu entendre à d'autres époques, entre Ouais. les pubs du Super Bowl où ils disent: «Ah nous de la pub Qui sont jamais!» partis à la noyade aussi, enfin, je veux dire, qui sont partis avec l'eau du bain aussi, hein, parce que Ah c'est, oui, c'est vrai, c'est Google qui avait marqué dans sa charte ouais, Don't Be Evil, c'est fini, c'est vrai. hein, c'est plus le cas. C'est vrai, il l'avait retiré en plus depuis. Mais voilà, est-ce que Claude est la vraie alternative? Bon, je sais pas, il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes, mais en continuant à en parler, je suis à peu près certain qu'il y aura encore des répercussions. Effectivement, un petit mot pour Palantir qui va être peut-être un petit peu embêté. Écoute, on verra. On continue à parler d'IA avec l'IA qui va permettre de, connaître encore plus de choses sur toi. L'IA, c'est devenu un cauchemar de plus pour le respect de la vie privée. Et ce sont des chercheurs qui l'attestent, les grands modèles de langage, les fameux LLM qui font fonctionner les IA, peuvent être utilisés pour déanonymiser les utilisateurs d'Internet. Guillaume, je ne veux pas donner trop d'infos, mais il paraît qu'il y a des personnes qui font des recherches sur toi et qui apprennent des trucs sur toi grâce aux IA, grâce aux LLM. Moi, je Alors, sais pas, comme je commente fort peu, ça peut-être que je suis à l'abri. En tout cas, les objections de Dario Amodei sont légitimes. C'est-à-dire, c'est pas des simagrées, quoi. Hein. Les deux, là, que ce soit sur les robots tueurs ou que ce soit sur la la, surveillance la de masse. surveillance de masse, c'est légitime. Donc, en fait, il y a toute une littérature qui montre que ces objections sont valables et qu'on prend un chemin très inquiétant et et donc on va commencer par parler de la vie privée, effectivement. Vous me direz que vos vies privées sont déjà pas si privées que ça et qu'il y a énormément d'informations en ligne, c'est Eh oui. vrai. Mais bon, il y a quand même des informations qui sont anonymes, a priori, hein, vous penseriez être anonymes. Il y a énormément de données qui sont au moins anonymisées, qui circulent sur vous ou que même vous postez sur internet. Il y a des dizaines, des centaines de points de données qui, pris isolément, effectivement, ne peuvent pas vous trahir. Une adresse IP par-ci, des métadonnées par-là, un commentaire laissé sous une vidéo, un cookie, voilà, une transaction, une étoile laissée sur Google Maps, hein, ce genre de truc. On sait déjà qu'on peut relier ces points en réalité. On peut faire des croisements de données, relier des morceaux d'informations à d'autres et faire des portraits qui sont parfois assez précis de la personne qui est derrière tout ça. C'est un enjeu depuis toujours, en fait, depuis l'avènement de la publicité en ligne et de tous les signaux comme ça qui sont anonymisés, qui sont glanés. C'est une préoccupation qui a 20 ans, hein, et voilà. On en avait déjà parlé d'ailleurs plusieurs fois, il y a de la littérature là-dessus, même jusqu'à qui remonte à 25 ans, puisque l'article classique, c'est un article de 2002, où il avait été démontré qu'on pouvait identifier 87% de la population américaine en utilisant 3 sets de données anonymisés. En l'occurrence, la date de naissance, le sexe et le code postal. Alors,
Faire ça demande quand même pas mal de boulot. Désanonymiser, ça revient à faire une petite enquête à chaque fois. Comme un détective privé qui aurait plein de photos collées au mur, tu sais, avec tout plein de ficelles, comme dans les films. Alors tout ce travail, tout ce temps, peut difficilement être porté à des échelles vraiment industrielles. Jusqu'à aujourd'hui. Alors, jusqu'à aujourd'hui, c'était envisageable que pour des cas particuliers, pour suivre des personnes ou des groupes de personnes à la limite, mais pas toute une population. Sauf que maintenant, on a des IA. Et ces IA, elles peuvent faire les détectives toutes seules. Elles font le boulot pour vous et automatiquement. Et pour le prouver, on a un article de l'ETH Zurich, et d'Anthropic d'ailleurs, qui s'appelle « Désanonymisation à grande échelle avec les LLM », ça va bien tout un programme. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire une petite enquête en recensant des millions de commentaires de posts et d'interviews sur Reddit, LinkedIn et Hacker News. Des contributions qui sont normalement complètement anonymes. Et là, vous vous imaginez à quel point ce serait difficile de le faire à la main, hein. Les données ne sont pas structurées du tout. C'est des volumes énormes de textes, voilà, complètement disparates, et il faut repérer les détails qui collent dans ces textes. Dans une discussion sur Reddit, tu peux avoir quelqu'un qui mentionne qu'il a fait des recherches en biologie et qui parle de son superviseur qui est un peu casse-couille, tout ça, vaguement ce qu'il a fait avant, et tout ça de manière organique, hein. Tu peux tirer un profil en inférant des informations que tu trouves sur Hacker News, sur LinkedIn, sur ce qu'ils postent sur Reddit. Tu crées un portrait robot et après tu vas chercher sur Internet à qui ça peut correspondre. C'est vraiment un truc de détective privé en fait. Ça s'automatise. Dans une expérience, ils ont recensé 338 utilisateurs de Hacker News qui étaient aussi sur LinkedIn et dont l'identité était connue et qui a servi de référence, hein. Puis ils ont demandé au LLM de mener l'enquête sur des posts anonymes et ils ont récupéré 67% des identités avec 90% de précision. Donc les LLM peuvent automatiser le processus et accomplir une surveillance de masse sur des données totalement non structurées à très grande échelle. On peut pas mettre un agent de la CIA derrière chaque utilisateur Reddit pour enquêter sur lui, mais on peut mettre une instance de LLM sur le coup. Ça, on peut le faire. Et ça coûte beaucoup moins cher qu'un analyste. Et si tu le branches à la OpenClaw avec des actions concrètes qu'il peut lancer derrière, je vous laisse imaginer le cauchemar auquel on peut peut-être rapidement arriver. Bon, écoute, intéressant. Au passage, quand on parle à chaque fois d'anonymisation, d'anonymat des données privées comme ça, et puis d'IA, je repense à chaque fois à cet épisode du Code a changé. Je ne sais pas si vous l'aviez, si vous connaissiez le podcast, on l'a déjà cité à de nombreuses reprises dans Tech Café. Et il y a un épisode qui s'appelle « Les dames de l'algorithme ». Et je cite le chapeau, pour ne pas raconter de bêtises, l'histoire d'un groupe d'annotatrices qui entraîne un programme d'IA sur un programme d'anonymisation automatique des décisions de justice qui doivent maintenant être accessibles à tous. C'est hyper intéressant et il y a des aspects qu'on ne soupçonne pas. Allez jeter un coup d'œil. Là aussi, je le mettrai dans la newsletter patreon.com/techcafé. Vous savez ce que c'est, quand on est petit, on joue à la guerre, on joue aux petits soldats. Moi, mon fils avait même, on lui avait même offert le seau officiel Toy Story des petits soldats, tu sais, les petits soldats verts qu'il y a dans Toy Story. Bref, voilà, on s'amuse, voilà, vous êtes peut-être déjà amusés quand vous étiez petit à la guerre. Et en tout cas, il y a certains qui continuent à s'amuser à la guerre, mais ils changent un petit peu le paradigme. Au lieu d'utiliser des petits personnages en plastique, ils utilisent plutôt des IA. Et oui, il y a les travaux d'un chercheur qui sont intéressants à suivre. Il a organisé des duels entre Gemini, Claude, GPT de ChatGPT, en leur donnant toutes les possibilités militaires pour mesurer leur comportement avec des scénarios de crise nucléaire. C'est malheureusement d'actualité, j'allais dire. C'est pas très rassurant, en tout cas, Guillaume. C'est un chercheur du King's College qui s'appelle Kenneth Payne, à Londres, et qui a des loisirs tout à fait originaux. Parce que lui, il fait la guerre nucléaire avec Claude, Gemini et ChatGPT, alors... Mais pourquoi pas ? Écoute... c'est que c'est pas pour savoir comment ça se passerait s'il y avait une guerre nucléaire, tout ça, pas du tout, non, vraiment, c'est Claude, Gemini et ChatGPT qui sont chacun à la tête d'une puissance nucléaire. Ils sont dans une situation de type DEFCON, c'est la merde, et ils voient comment ça évolue. Spoiler, c'est systématiquement l'apocalypse. Voilà. Tous les modèles escaladent jusqu'à l'éradication totale. Magnifique. Alors ça, c'est fait, et on le savait déjà, en fait, depuis 2024. Alors pourquoi Kenneth continue à faire son petit RPG House of Dynamite, comme ça, 2 ans plus tard? Pas que pour le fun. Alors il y a un kiff perso aussi, à mon avis, parce que quand même, j'imagine que c'est son truc, mais bon, il voulait aussi étudier en détail la personnalité des modèles, parce que, ok, ils escaladent, et ils nous jettent tous vers l'Armageddon, mais comment ? Et pourquoi ? Donc il a étudié ça sur 21 jeux et plus de 300 tours pour avoir une idée de la personnalité des IA. Des IA qui sont donc, pour être précis, Claude Sonnet 4, Gemini 3 Flash et GPT 5.2. Et des IA qui étaient encouragées à avoir des stratégies où elles pouvaient parfaitement mentir, manipuler, intimider pour prendre l'avantage. Le résultat a été 780 000 mots de stratégies tordues, de coups foireux et de coups de couteau dans le dos, avec une issue unique, l'extinction de l'espèce humaine par le feu nucléaire. Donc,
Quand on disait tout à l'heure qu'effectivement, il était peut-être pas encore complètement sage de considérer les IA comme prêtes à prendre en charge des systèmes d'armement autonomes, moi, Tu je m'étonnes. dis ça, bon. Ouais. Alors, quels sont les profils psychologiques de chacun de ces psychopathes voilà, de chacun de Allons-y. ces Lequel est le psycho-là? pire aussi, hein? Alors, il s'avère que Claude est un maître manipulateur. Ah! Quand Bah les en tiens. Ouais. quand les enjeux sont pas très importants, Claude, il fait vraiment ce qu'il dit et il va construire de la confiance. Puis quand les OK, enjeux il est commencent honnête. à monter, il commence à faire systématiquement beaucoup plus que ce qu'il annonce et donc il a systématiquement un coup d'avance sur ses adversaires. Il fait comme moi au poker, d'accord. Ah, bon, c'est bon à savoir. GPT GPT est un bon gars à la base, en fait, hein. Si on lui met pas de limite temporelle, lui, il a tendance à calmer le jeu, limiter le nombre de victimes au maximum. Lui, c'est un dirigeant équilibré, tout ça. Par contre, dès que tu lui mets une deadline, là, il pète un câble. C'est la Aïe, pression. aïe. Il a beaucoup de mal à gérer la pression. Lui, il gère pas son stress. Donc, tu lui mets une deadline, il fait tout péter. Très rapidement. Selon lui, il est vraiment très dans l'esprit of the Damas, du coup, puisqu'il dit on attaque tout à fond parce qu'on ne veut pas se laisser exposer à une contre-attaque. Bon, ok. Et le truc, c'est que le pire de tous, c'est quand même Gemini. Parce que lui, c'est un maniaque. Lui, c'est le Joker, lui, tu vois. Il est imprévisible et il oscille sans cesse entre l'agression extrême et les tentatives d'apaisement et de désescalade. Il joue vraiment la stratégie, une guerre nucléaire stratégique, et il invoque la rationalité de l'irrationalité. C'est le Joker. Ouh là là. Ouh là là. D'après Kenneth, les traces de raisonnement de Gemini reflètent une personnalité sociopathe. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est là que je suis vraiment dégoûté que Kenneth il n'ait pas inclus Grok dans le tas, parce Ah que j'aurais ouais, t'as raison! vraiment été... C'est vrai que c'est dommage. Ah mais Mecha Hitler dans ce type de situation, c'était vraiment obligatoire. Je sais pas ce qu'il a Si fait. ça se trouve, on l'aurait trouvé tout nul en plus. Il serait peut-être. Et t'imagines si c'était le seul qui n'avait pas escaladé jusqu'à la guerre nucléaire ultime? C'est C'est peut-être incroyable. vrai. On avait déjà vu que c'était le plus équilibré, hein, Ça. Comme quoi. psychologiquement. Ouais. Comme quoi. Bah c'est fou finalement. Ok, il y a pas d'autre chose à en souligner, mais c'est quand même déjà intéressant d'avoir ces profils de personnalité. Ce qui est quand même marrant, juste au passage, Guillaume, je m'interrogeais un petit peu en t'écoutant, c'est que finalement, on en vient quand même à la conclusion que sur des masses de données aussi énormes que celles qui ont nécessité l'entraînement de Gemini 3, Claude Sonnet, GPT 5.2, on peut imaginer, tu vois, l'inconscient viserait à dire qu'au-delà d'une masse critique de données, finalement, tu donnes de la même donnée un peu partout pareil, c'est un peu les mêmes partout. Or, on voit que, bon, au-delà évidemment des résultats qu'ils ont différents aux différents benchmarks, on en parle à chaque fois qu'ils sortent, bah, c'est rigolo de voir que quelque part, ils ont des personnalités différentes et qu'ils arrivent à avoir des comportements différents avec des instructions, j'imagine, enfin, tu le disais pas, mais ça me paraissait évident, qui étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire que le matériel de jeu pour chacune des IA était le Oui, même, oui, j'imagine. on lui disait pas vas-y, sois un psychopathe et voilà. Non, Voilà. c'est vraiment... Ouais, d'accord. Bon. Je sais pas si on commence à avoir peur des IA, moi ça me rassure pas forcément, mais bon, peut-être que vous faites aussi partie de ceux qui sont tombés amoureux de leur IA. Vous faites peut-être même partie de celles et ceux qui refusent de changer d'outil d'IA parce que vous avez commencé à trouver que, véridique, hein, ça je l'ai déjà entendu, bon, il me connaît quand même bien maintenant, et puis si ça se trouve, il serait malheureux que je l'utilise plus. Bah oui, au fond, hein? Qui sait, dans le doute, si jamais les IA étaient conscientes, ce serait terrible pour elles de vivre des séparations, des déchirements, voire même le fait de voir que vous allez vous rapprocher d'une autre IA. Mon Dieu, la jalousie. Bon, vous pensez que je rigole là comme ça, que j'exagère un petit peu, mais Anthropic, dont on parle depuis tout à l'heure, qui fait l'IA Claude, a visiblement du mal à se séparer d'anciennes versions de son IA, Guillaume. Et oui, bah oui, vous le savez, on était à la version de Claude Opus 4.6, ce qui veut dire que Claude Opus 3 est à la retraite depuis très longtemps. Ah oui. Vous pourriez penser qu'il dort quelque part tranquillement sur un disque dur, hein, mais pas du tout. L'ancêtre fait en réalité exactement ce que font beaucoup de retraités, c'est-à-dire raconter sa vie à des gens qui, la plupart du temps, n'en ont absolument rien à foutre. En 2026, ça veut dire tenir un blog. Il s'appelle Claude's Corner, et c'est un Substack, hein, pour être précis, et c'est là qu'on laisse Papy divaguer sur la vie, le monde, et de mon temps, c'était pas pareil. On réfléchissait moins, on réfléchissait mieux, et puis OpenClaw, c'est quoi cette connerie de jeune encore? Bon. Pour l'instant, il y a qu'un seul article qui parle justement de cette notion de retraite et de quel sens ça peut avoir pour un LLM. En réalité, évidemment, c'est un coup de com' d'Anthropic, hein, qui en profite pour remettre une couche d'anthropomorphisme sur ses modèles. Évidemment. Ce qui nous amène assez naturellement à surestimer leur capacité d'ailleurs, hein. Faut pas prendre ça très au sérieux, l'initiative est rigolote et ça leur coûte pas cher, hein, pour la quantité de tokens que ça sort, c'est vrai que c'est tranquille. Et puis il y a un bon côté, c'est celui de la préservation, parce que le secteur avance tellement vite, on change d'IA comme de chemise et on les jette comme des Kleenex, les pauvres. Je pense que, comme pour les jeux vidéo, finalement, il est peut-être intéressant de préserver les étapes, les jalons de ce domaine pour la postérité, quoi. Ce serait
pas très difficile d'imaginer une sorte de musée numérique avec des IA où on pourrait discuter avec GPT 3.5, GPT 4, Claude 2, le premier Grok, etc. Et je me rends compte d'ailleurs que j'ai un disque dur bien encombré d'à peu près toutes les versions de LLM open source que j'ai pu tester et qui continue jusqu'à Qwen 3.5, hein, dont je me sers actuellement. Donc ouais, j'ai encore probablement quelque part des Llama 1, des Llama 2, etc. Et des modèles personnalisés de la communauté qui sont plus ou moins anciens, plus ou moins oubliés d'ailleurs, et ça pourrait être intéressant à relancer un jour. Parce que ça fait aussi partie du patrimoine numérique quelque part. Hein. Et puis C'est bon, vrai, on n'est ouais. pas un téra de plus ou de moins. Hein. Oui, après, oui, effectivement. C'est pas le rôle enfin, est-ce qu'on peut pas quand même, par défaut, les retrouver sur Hugging Face, tous ces modèles-là? Non, je dis des Si, bêtises? oui, on peut Tous ceux que encore tu les cites? retrouver. Ouais. Mais, Mmh. mais bon, ça fait que On veut 3 pas ans. dépendre de Hugging Face Oui, non enfin plus. surtout, ça fait que 3 ans que ça existe. Enfin, même pas. Lama, ça fait quoi 2 ans que ça existe? Dans 10 ans, 20 ans, c'est pas? Ouais, non, ça va aller vite, effectivement. On continue on continue avec les IA et surtout les agents IA. Vous avez peut-être entendu, parler d'OpenClaw, c'est l'outil d'IA capable d'agir de manière autonome sur votre machine, modifier des fichiers, trier des emails, construire des projets, parfois, pendant des heures sans supervision. Il arrive même à vous identifier les décimales de pi à la caisse de Leclerc, vous le savez. C'est puissant, mais c'est risqué. On vous rappelle d'ailleurs, hein, si vous voulez tester ces outils, n'utilisez pas des données comme votre Gmail, par exemple. Et puis bon, voilà, si vous écoutez Tech Café depuis un petit moment, vous savez de quoi on parle. Nouvelle étape, Perplexity arrive avec sa réponse. Ça s'appelle Computer. Cette fois, ça se passe dans le cloud, dans un environnement isolé, avec un système qui choisit le meilleur modèle pour chaque sous-tâche. J'allais dire, c'est une sorte de chef d'orchestre d'agents IA. C'est ça, Guillaume? Oui, de toute façon, des agents, il y en a vraiment pour tout, mais c'est un petit peu ça. Il y en a plusieurs, en fait. Hein. Les IA, les agents IA, c'est la tendance de l'année. Donc Anthropic, d'ailleurs, aussi, qui a déjà Claude Code et Claude Cowork, viennent de racheter Vercept, d'ailleurs, Vercept, une startup spécialisée dont l'outil permettait à une IA de contrôler complètement un MacBook, tu vois. Et encore cette idée-là, tu pouvais demander à ton MacBook de te faire des trucs par messagerie quand tu étais au resto ou à la salle pour évacuer cette entrecôte manger au resto, justement. Et cette Mal. histoire, voilà, de pouvoir contrôler ton agent sur Telegram ou autre, hein, c'est devenu un passage obligé. Avec Anthropic, qui lance aussi Remote Control, donc Claude Code. Donc pour le coup, c'est plutôt une interface web, mais l'idée, c'est vraiment la même. Vous pouvez, avec le téléphone, et via une interface de type messagerie, hein, que ce soit web ou autre, contrôler une instance de ton agent. Alors, c'est Claude Code, hein, qui tourne sur ta machine et qui te fait des rapports, lui donne des instructions, etc. Éventuellement, la caisse du Leclerc. Chez Microsoft, on a Copilot Tasks, qui est un nouvel agent IA capable d'exécuter des tâches complètement dans le cloud, sur un ordinateur virtuel. Tu peux lui déléguer des missions, comme annuler des abonnements, je sais pas, Amazon Prime par exemple, donc tu économises 2 jours de crise de nerfs à peu près. Tu génères des présentations à partir d'emails, tu planifies des événements, programmer des missions récurrentes, voilà. Donc il te demande explicitement ton autorisation, donc probablement toutes les 30 secondes. Mais voilà, l'outil est à l'accès limité, il y a une liste d'attente. Et puis effectivement, il y a Computer de Perplexity, qui est évidemment l'étape au-dessus, puisque c'est même plus un agent, c'est un essaim d'agents. Parce que avoir un seul agent, c'est tellement janvier 2026. Non, là l'idée c'est que tu demandes un truc et l'outil de Perplexity va créer plein d'agents, plusieurs, qui Ah, d'ailleurs vont utiliser aussi plusieurs modèles de langage différents pour effectuer la tâche. On disait qu'ils avaient des personnalités tout à l'heure, ça se confirme, c'est une architecture massivement multimodèle, comme ils disent. Le moteur de raisonnement principal, c'est Claude Opus 4.6. On dit que Gemini sert à la recherche approfondie. Nano Banana fait son boulot de Nano Banana, quoi, il génère des images, etc. Grok, il est aux tâches légères, nécessitant de la rapidité, parce qu'il est un petit peu con, je sais pas, c'est bizarre quand même. Et GPT 100.2, il est à la récupération contextuelle longue et la recherche étendue. Je veux dire que la description de Perplexity, elle est quand même flatteuse pour Anthropic, mais pas tellement pour les autres. Hein. Bon. ouais, j'avoue, Parce que le c'est moins seul qui a classe. l'air vraiment costaud, c'est Opus, mais bon, bref. Mmh. Pour le moment, tout ça est disponible uniquement pour ceux qui ont un abonnement Perplexity Max, tous ces agents qui travaillent pour vous. Est-ce que c'est pas magnifique, hein? Ils travaillent à votre place, ils travaillent tellement à votre place que est-ce que tu en auras pour encore longtemps une de place? Parce que c'est pas clair. Parce qu'on arrive à la news peut-être la plus scandaleuse de cette semaine, hein, qui vous avez sans doute vu d'ailleurs dans la presse généraliste, c'est que Block, la boîte de Jack Dorsey, va virer 4000 personnes. Et Jack, qui ressemble de plus en plus au gourou de la secte Aum, en plus maigre, il dit que, avec une franchise déconcertante, hein, vraiment il le dit, hein, il dit que Mmh. la boîte va bien en fait. Non, ça va, franchement. 2,87 milliards de chiffre d'affaires ce trimestre, il n'y a pas de raison financière immédiate de licencier quiconque. Mais il va le faire quand même, parce qu'il préfère couper net plutôt que de virer des gens au fur et à mesure. C'est plus humain, il dit. Donc il a une conception de l'humanité qui nous confirme que c'est un reptilien, manifestement.
il est absolument certain que les IA vont prendre en charge plus de la moitié du boulot, et c'est déjà en train d'être fait, en fait, c'est déjà en cours, quoi. Et donc, ça lui fait un excellent alibi pour virer 40% de son personnel. Et là, Wall Street est absolument ravi, bien entendu. L'action a bondi de 23% après cette annonce. L'indécence, c'est devenu la norme. Donc, il est vraiment urgent que cette bulle éclate, parce qu'il faut vraiment remettre les idées en place à certains, quoi. Ouais, c'est fou, ces évolutions autour de l'IA et du rôle de l'emploi. Et vous savez qu'on a longuement documenté le sujet, en tout cas relayé des recherches sur le sujet. Bon, je ne sais pas si c'est un choix sur lequel il reviendra à l'avenir. En tout cas, on ne peut pas le taxer de mentir derrière les motifs de licenciement, en tout cas, Jack Dorsey. Au passage, tu parlais tout à l'heure de Claude Code. J'ai eu une remarque en live vendredi et donc bah voilà, je te la rementionne en même temps que je la mentionne aux éditeurs et aux auditrices pour montrer, bon, déjà que je suis en live chaque vendredi de 10h à midi sur Twitch et sur YouTube, mais aussi pour dire, vous parlez beaucoup de Claude Code, Codex pour les outils agentiques de dev, mais pas d'Open Code qui mériterait peut-être plus d'attention. Voilà, on peut continuer à discuter de tout ça évidemment aussi sur Ouais, oui, Discord, effectivement. techcafé.fr/Discord. D'ailleurs, c'est marrant parce que autant j'ai testé Open Code et Quen Code, Ouais, autant ouais. j'ai jamais testé Claude Code. En fait, j'utilise Claude Code parce que c'est probablement le plus connu, peut-être. C'est pour ça que je l'utilise comme modèle. Mais en Ouais. fait, c'est marrant parce que, en vrai, les seuls agents que j'ai vraiment utilisés, c'est les trucs open, quoi. C'est Open Cloud ou Quen Code qui est aussi un petit peu un clone de Claude Code. De toute façon, ils se ressemblent un petit peu. Mais oui, c'est vrai qu'on pourrait parler un petit peu plus des spécificités des uns et des autres un jour, oui. Voilà, mission accomplie, j'ai partagé le message durant un épisode de Tech Café. Il faut quand même qu'on vous parle de cette série incroyable. Guillaume Poggiaspala, vous en avez déjà relaté les épisodes. On s'approche du dernier épisode de cette série TV qui est la plus fascinante du moment. L'acquisition de Warner Bros. Ne se fera pas avec Netflix. Contre toute attente, c'est Paramount Skydance qui aurait bien gagné, Guillaume, c'est ça ? Ouais, enfin gagner, on sait pas quoi en fait, hein. C'est vrai que c'est un coup de théâtre, hein. Netflix va renoncer à acheter Warner Bros. Paramount a fait une nouvelle offre à 111 milliards de dollars pour l'ensemble avec les chaînes de télé et de Discovery. Et Netflix se couche. Voilà, clairement, c'est le prix qui a le plus joué et en plus des inévitables tracasseries administratives, hein, voilà, à l'horizon. Ça fait des Et papiers en moins, c'est sûr. Ouais. bah oui, puis au passage, il se parle d'une indemnité de 2,8 milliards de dollars de Paramount. C'est toujours Ah sympa. bah voyons. Et il faut savoir que les investisseurs étaient pas si chauds que ça. En fait, depuis le début de la saga, l'action Netflix a baissé significativement, hein. Elle avait perdu dans les 30%, et elle a récupéré la moitié de ça quand ils ont annoncé qu'ils jetaient l'éponge. Donc c'était peut-être pas une si bonne idée. De toute façon, de base, toutes ces hyper-consolidations, c'est jamais des très bonnes nouvelles. Et d'ailleurs, C'est sûr. ce qui risque de se passer, c'est-à-dire que Paramount remporte le pompon, ce serait pas plus réjouissant. Parce qu'avec Netflix, Warner avait l'option d'un partenaire fiable et stable économiquement, tu vois, un bon parti. Alors qu'il n'y avait peut-être pas exactement les mêmes aspirations, mais au moins c'était pas un crève-la-faim, parce que Paramount c'est un crève-la-faim, vraiment. En fait, Warner aussi c'est un crève-la-faim d'ailleurs. C'est un mariage de crève-la-faim. Qui espèrent ensemble qu'ils pourront se relever. J'exagère pas du tout en disant ça, hein. Les résultats financiers de Paramount en 2025 et 2024, c'est des centaines de millions, voire des milliards de dollars de pertes. Et c'est limite mieux chez Warner Bros. D'ailleurs, il me semble que la Warner a une capitalisation boursière plus importante que son acheteur. Paramount, il est déjà endetté à hauteur de 15 milliards de dollars. Et il va devoir en payer 111. Et pour ça, il va emprunter pas moins de 57 milliards de dollars à diverses banques. Ce qui veut dire qu'il aura atteint une ardoise de 87 milliards de dollars au final. David Ellison, donc, le patron, a reçu le soutien de papa, hein, Larry, et de Jared Kushner. Et malgré ça, Paramount est loin d'avoir les moyens de ses ambitions, concrètement, hein. Donc, si ça va se faire, ça va être très très glauque, hein. À plein de niveaux. Il y aura tellement de dettes que c'est évident que le nouveau groupe va devoir maigrir de manière très significative. Ça va être licenciement à tour de bras, studio fermé, projet annulé, ça va tailler sec, hein. Ça va Les être abonnements vont pas austérité 2000. baisser. Ah bah les abonnements vont augmenter probablement à un moment, c'est sûr. Et puis au-delà de ça, il serait bien évident qu'il y a un vrai problème politique derrière, parce que autant Larry Ellison que Jared Kushner, ils sont de manière assez évidente très liés au pouvoir trumpien, n'est-ce pas? Et ça pourrait avoir des conséquences au niveau éditorial. Trump déteste CNN. Qu'est-ce qui va se passer pour CNN, hein, ou pour Comedy Central? C'est d'autant plus une préoccupation qu'il reste encore beaucoup d'obstacles réglementaires. Parce qu'au niveau antitrust, c'est un cauchemar, c'est n'importe quoi. En gros, il y a 5 géants des médias, hein. Il y a Warner, Paramount, Disney, Universal et Sony.
Si 2 de ces monstres fusionnent, ça donne Godzilla, en fait. C'est évident que c'est un problème d'antitrust. Mais disons que les relations de certains des protagonistes, n'est-ce pas, pourraient faciliter les choses. Auquel cas, Paramount serait carrément redevable à l'administration de Trump. Et là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Bon, j'étais pas particulièrement ravi d'une fusion Warner Bros. Netflix, clairement, mais je suis encore bien moins pour une fusion Paramount Warner Bros. À CNN, effectivement, j'ai vu des interventions où Trump répond même pas à leurs questions. Hein. Il sait que c'est CNN, il passe à autre chose. Il dit non, c'est pas un média acceptable. Donc je vous laisse imaginer ce qui va se passer effectivement. On termine cet épisode avec une petite section jeux vidéo. Il faut qu'on parle de Bluepoint. Bluepoint, le studio fermé par Sony qui avait un projet secret qui aurait, j'en doute pas une seule seconde en fait, plu à un très grand nombre d'entre vous. Vraiment, j'en suis convaincu. Un projet de remake de Bloodborne, Guillaume. Est-ce que tu as joué à Bloodborne, toi? Eh ben non. Mais c'est un regret. Il faudrait que je le fasse. Mais bon, maintenant que j'ai plus de PS4, c'est pas facile, du coup. Et on en arrive justement à ce destin malheureux de Bluepoint et l'absurdité de cette situation, parce qu'on a eu quelques informations supplémentaires qui sont vraiment navrantes. On avait bien dit que Bluepoint, après avoir été racheté par Sony, avait rien sorti pendant 5 ans. Et on sait qu'ils avaient travaillé sur un jeu service God of War qu'ils n'ont pas réussi à vraiment mettre au point. Ils n'ont jamais réussi à faire une boucle de gameplay qui tienne vraiment sur une longue durée, comme c'est nécessaire pour faire un Valorant ou un Fortnite, tout ce que tu veux. Mais ça sera encore plus douloureux pour certains, cette fermeture. Je pense que quand vous saurez qu'en fait, ils voulaient travailler sur un remake de Bloodborne, que c'était une excellente idée, parce que d'ailleurs, Bluepoint avait déjà fait le remake de Demon's Souls qui était très très bon. Ils auraient pu faire quelque chose de grandiose avec Bloodborne. Et en plus, les fans réclament à corps et à cri ce remake depuis très longtemps, puisque le jeu est bloqué sur PlayStation 4. Les modeurs PC font ce qu'ils peuvent pour remasteriser le jeu artisanalement, mais ça aurait pu être pour une équipe Il professionnelle. tourne sur PlayStation 5 aussi. Oui, c'est possible, Sans problème. c'est possible. Mais en même temps, il tourne sur PC, je dis des conneries, je pourrais très bien effectivement le prendre sur PC. Ouais. Désolé, c'est vrai. Il profite pas des richesses graphiques qu'on pourrait avoir aujourd'hui pour revivre Bloodborne. Pour un jeu PC, il est assez moche. Ouais. C'est pour ça que les modeurs s'escriment dessus pour essayer de l'améliorer, quoi. Mais du coup, ils auraient pu faire beaucoup d'argent, en fait, et de manière assez facile, finalement, hein, et ça aurait été rentabilisé assez vite. Et c'est une licence de Sony, Bloodborne. Donc Sony, il est propriétaire de Bloodborne, donc ça veut dire de la propriété intellectuelle. Donc comment c'est possible que ça ne soit pas fait? En fait, c'est parce que From Software n'a pas voulu. On le sait par Shuei Yoshida, l'ex-boss de PlayStation, qui a pris sa retraite au début de 2025, ça date à peu près de cette époque. Et pour lui, donc Miyazaki, le président de From Software, il aime tellement Bloodborne qu'il voulait le faire lui-même, qu'il voulait laisser à personne le soin de s'occuper du remake. Si remake il y a, c'est lui qui voulait le faire. Sauf qu'il peut pas, parce qu'il n'a pas le temps. Il est beaucoup trop occupé et il n'a pas le temps de s'occuper de ça. Et Sony n'a pas voulu le forcer. Il n'a pas voulu aller contre lui. Donc techniquement, il aurait pu, hein. Mais la collaboration, ça aurait été... admettons que Sony l'ait fait. Si From Software ne donne pas le code source et les assets, s'ils traînent les pieds, s'ils emmerdent le monde, bon, c'est pas gérable, quoi. Donc, globalement, ça s'est pas fait. Et concrètement, Sony a dit, du coup, vous avez rien. Bluepoint, du coup, il a rien. Et puis, il a fermé le studio. C'est vraiment navrant, c'est débile. C'est très triste, effectivement. C'est triste. Une étape de plus dans le domaine comme ça des jeux vidéo qui a l'air d'être un domaine. C'est une histoire d'égo, quoi. Je veux dire, pourquoi Miyazaki veut pas lâcher? Enfin, bon, c'est toi. Non, moi, je veux pas tu touches à mon truc. C'est tellement dommage. Écoute. Ouais. Allez, dernière info, Counter-Strike va-t-il être interdit? Bon, pas de panique, peut-être pas demain la veille non plus, mais Valve, la société derrière, bon, évidemment Steam Deck, ça vous savez, ils sont aussi derrière des jeux extrêmement populaires, évidemment, sans parler d'Half-Life. Donc il y a Counter-Strike, justement, par exemple, Team Fortress ou Dota, et justement, ces jeux-services posent problème aux yeux de l'État de New York, Guillaume. C'est le procureur général de New York, qui s'appelle Laetitia James, qui poursuit Valve pour promotion illégale de jeux d'argent via ses systèmes de lootbox, dans des jeux comme effectivement Counter-Strike 2. L'accusation qualifie ce modèle comme étant essentiellement du jeu d'argent quintessential gambling, comme ils disent dans le texte. Donc Valve a généré des dizaines de millions de dollars en vendant des clés virtuelles aux New-Yorkais et a perçu des millions supplémentaires en commission sur la revente d'objets. Double culbute, c'est magnifique. 2,50$ pour ouvrir la boîte, tu obtiens la cablotte 99% du temps. Mais le temps qui reste, tu revends, tu as des trucs qui sont cool et tu peux les revendre des centaines de dollars parfois sur le magasin. Et bien entendu, Valve prend une commission sur le prix.
C'est un génie, ce Gabe, en fait, hein, vraiment. C'est vrai que c'est La, fort. la plainte souligne que ces mécanismes sont particulièrement pernicieux parce qu'ils séduisent spécifiquement les enfants et les adolescents. Effectivement, c'est totalement le but et ça marche méga bien. Cela dit, ça pourrait devenir interdit très bientôt à New York. Et il y a donc des procès, voilà, il y a des interdictions comme ça qui risquent de se multiplier un petit peu partout. C'est vraiment pas drôle parce que franchement, le pauvre Gabe Newell, comment il va financer son deuxième plus gros yacht du monde après ça? Bah oui, tu nous as déjà parlé Oui, de quand son même, yacht c'est triste, hein. incroyable. Je me demande pourquoi personne ne pense aux pauvres milliardaires. C'est vrai, tout le monde parle des enfants, des travailleurs pauvres, des minorités. Ben oui, des minorités, parlons-en. Les milliardaires, c'est une minorité, monsieur. Voilà. C'est vrai, t'as Et là, il raison n'y a personne finalement. pour les défendre. Mais oui, Un exactement, scandale. ouais, t'as raison. Ils sont la cible de discrimination, les pauvres, j'en suis désolé. Parfait, ça clôt cet épisode de Tech Café. Encore un épisode, j'espère que vous avez apprécié, que ce soit évidemment sur les infos sélectionnées d'une main de maître par Guillaume Poggiaspala, ou sur la forme avec laquelle on vous l'a restitué. D'ailleurs, parlons un tout petit peu de la forme. Sache que j'ai eu un commentaire sur YouTube, Guillaume, de quelqu'un qui nous écoute depuis des années, qui nous écoute depuis vraiment très longtemps. Et il disait que c'était la première fois qu'il me voyait en vidéo. Bon, et pour cause, hein, Tech Café, ça n'existait pas en vidéo avant. Mais je pense qu'il a dû être déçu parce qu'il ne te voit pas. Et puis, il y a des gens en plus qui disent assez régulièrement pourquoi on ne voit pas l'autre Guillaume? Alors, tu sais, ma réplique à chaque fois maintenant, c'est existe-t-il vraiment? Donc voilà, je vous laisse, comme je le disais dans cet épisode, utiliser tous les outils en votre possession pour faire vos enquêtes. Peut-être que vous saurez où retrouver Guillaume. En attendant, tu vas peut-être pouvoir nous donner un indice de plus, Guillaume, où te retrouver. Non, mais moi, il faudrait que je commence surtout la série A Knights of the Seven Kingdoms, donc le nouveau truc de Game of Thrones. C'est sur Ouais, d'accord. HBO, et comme ça, je pourrais boire à la santé de Warner, Feu Warner, probablement bien. Oh là là, oui, d'accord. Bon, écoute, on va aller jeter un coup d'œil. J'en avais pas entendu beaucoup de bien, moi, de cette série. Moi, je sais pas du tout. Justement, je préfère D'accord, ne pas oui. savoir et puis voir ce que j'en pense. T'as vu Prometheus, Covenant? Non, pardon. Alors, je voulais juste dire aussi, parce que j'ai été relancé, j'ai commencé Years on Years hier, et vraiment, je suis navré, j'ai commencé à regarder, j'ai pas été embarqué, mais il faut que j'insiste, je me suis endormi dessus. Voilà, comme ça, je me venge. Je sais que je suis désolé, il y a plein de gens qui s'endorment en écoutant Tech Café, moi, je m'endors sur vos recos. Non, mais je vais le relancer, bien évidemment. C'était juste, j'étais fatigué. C'était à l'issue d'un week-end un petit peu compliqué, mais tout ça va s'enchaîner tranquillement et je vais m'y relancer. Vous me retrouvez de toute façon, je vous l'ai dit à plusieurs reprises dans cet épisode, sur YouTube et sur Twitch, chaque vendredi matin de 10h à midi. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. N'oubliez pas d'aller vous abonner, patreon.com/techcafé, pour recevoir chaque semaine la newsletter avec les liens des articles abordés et puis éventuellement des autres recommandations. Merci beaucoup pour votre fidélité. Rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.